Merci à tous d'être présents pour cette deuxième émission du Buena Vista Blaster Club. C'est une émission qu'on vous avait promise mensuelle. On respecte tout à fait notre promesse puisqu'on en fait une par an. Donc comme ça c'est parfait. On va lancer la deuxième émission. Il ne vous aura pas échappé que l'actualité internationale a rejoint Blast et on va en parler avec Denis Robert juste après le générique. C'est normal qu'on n'a pas le retour son Ok, super. Il est bien générique. Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode du Buena Vista Blaster Club sur la chaîne Twitch de Blast. Alors, c'est le Buena Vista Blaster Club, c'est l'émission des blasters, c'est l'émission où vous pouvez intervenir, bien sûr dans le chat pour échanger avec l'équipe de Blast et où vous pouvez également intervenir puisqu'on va avoir un sujet qui concerne la rédaction de Blast à chaque numéro. La dernière fois c'était sur l'éducation, cette fois-ci ce sera sur la psychiatrie et un certain nombre de membres de la communauté de Blast, de blasters, d'abonnés interviendront sur le sujet, des professionnels de la psychiatrie qui interviendront sur le sujet avec Thibaut Isoré qui est journaliste de la rédaction. Bonjour Thibaut. Salut. Thibaut, à partir de 19h50, 20h, on échangera avec toi sur un sujet que tu es en train de préparer sur la psychiatrie. Exactement. Il ne vous aura pas échappé avant ça que l'actualité internationale a rejoint Blast, puisqu'un journaliste de la rédaction qui avait embarqué sur la flottille de la Liberté est toujours détenu en Israël, en prison en Israël, illégalement. On va en parler très vite avec Denis Robert, patron de Blast. Bonjour Denis. Bonsoir Valentin, bonsoir tout le monde et bonsoir les blasters. Et ensuite, on aura un petit mot sur les abonnements et la situation de Blast avec Oussem. Bonsoir Oussem. Bonsoir à tous. Oussem, t'es patron de la relation abonnée chez Blast. Ouais, je suis responsable de la relation abonnée et des partenariats pour Blast. Génial. On va commencer tout de suite avec Yanis Mamdi, prendre des news, savoir où il en est. C'est la première partie de l'émission qui s'appelle Les Blasters par le Blaster. Pas de retour son non plus. Alors, on n'a pas de retour à l'image, donc j'espère que tout va bien et que le générique a bien fonctionné. Denis, comme je le disais en introduction, Yanis Mamdi avait embarqué sur la flottille de la Liberté, donc ce bateau qui avait embarqué une douzaine de personnes, dont une députée Rima Hassan, un autre journaliste d'Al Jazeera, et des humanitaires, des médecins de plusieurs nationalités. Ce bateau a été intercepté dans les eaux internationales en Méditerranée par l'armée israélienne. Une partie de l'équipage a été emprisonnée puis libérée. Ce n'est toujours pas le cas de Yanis Mamdi, journaliste à la rédaction de Blast, qui est toujours emprisonné à la prison de Givon. De quelles nouvelles vous disposez aujourd'hui ? On est en permanence en lien avec les avocats qu'on a là-bas, avec le consulat de France en Israël, avec le ministère des Affaires étrangères. Mais il faut dire, c'est un peu un ascenseur émotionnel, quoi, puisque s'il faut rappeler la jeunesse de tout ça, pour les gens qui connaissent mal l'histoire, Yanis est allé couvrir cette flottille comme sur un voilier qui s'appelle le Madeleine. C'était pour dénoncer la situation de blocus humanitaire et alimentaire de Gaza, puisque tout le monde a l'air d'admettre cette situation qui est quand même inique, qui est le premier signe tangible du génocide, c'est-à-dire chercher à affamer une population, c'est quand même essayer de la décimer. Donc l'idée de cette ONG allemande, enfin c'est un groupement d'ONG qui ont affrété ce bateau, était d'aller le plus loin possible jusqu'au Gaza, quoi. Et Yanis a embarqué, il a eu du mal à embarquer puisque c'était pas évident qu'il monte sur le bateau. Il avait vraiment très envie d'y aller, donc nous on a fait le pari de le laisser aller parce qu'on a énormément confiance en Yanis qui a fait beaucoup de sujets pour Blast, dont un film que les gens ont peut-être vu qui s'appelle Netanyahou, criminel de guerre. Film d'ailleurs qui aujourd'hui est peut-être, c'est peut-être compliqué quand on est emprisonné en Israël d'avoir réalisé un film pareil, quoi. Mais bon. Et donc c'est un film qui a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube. C'est un documentaire de 52 minutes. On est les premiers à avoir
comment dire, raconter l'histoire de Netanyahou et de son père. Enfin, c'est tout le talent d'Yanis et toute l'enquête qu'il a faite. Donc là, il a voulu, parce qu'il est sensible à ce qui se passe à Gaza, il a voulu monter sur ce bateau et faire une sorte de journal de bord, de documentaire sur cette histoire, quoi. Et donc, ils se sont fait arrêter il y a une semaine, donc lundi dernier, on est vendredi, à 1h30 du matin, encerclés par des navires armés israéliens, les drones. Ensuite, le bateau est emmené à un port proche de Tel Aviv. Et là, ils vont rester une vingtaine d'heures. Alors, les Israéliens ont communiqué sur le fait qu'ils étaient bien traités, nourris, etc., ce qui est faux. Ils ont été maltraités, c'est-à-dire qu'on les a laissés, on leur a donné une vague bouteille d'eau et un sandwich, mais pendant 20 heures, c'est tout ce qu'ils ont eu. Et ensuite, on les a mis en prison, dans une prison proche du port, où c'est là où c'est compliqué, parce que Israël est un pays en guerre, quoi. Qui se considère en guerre, en tout cas, parce que c'est pas une vraie guerre, puisque une guerre, il faut qu'il y ait deux belligérants. Oui. Là, il n'y a pas eu de déclaration. Oui, tout à fait. Là, il y a une armée qui tape sur un peuple enfermé, quoi. Et donc, ça a été un peu compliqué, puisqu'on a demandé donc ils étaient 12, comme vous le disiez. Donc la première chose, c'est que Yanis a été présenté à tort comme un activiste ou comme un militant par les médias français surtout, et par la communication d'Israël. Oui, tout à fait. Et là, 4 premières personnes ont réussi à quitter leur prison en signant un document attestant qu'il fallait mentir dans l'attestation, mais ça leur permettait de rentrer. C'est-à-dire, le premier mensonge était de dire que le navire avait été arrêté dans les eaux israéliennes, alors que on l'a prouvé très facilement avec le GPS du bateau, que c'était dans les eaux internationales. Et puis ensuite, ils ont accepté de ne plus rentrer signer un papier comme quoi ils auraient pu mettre les pieds à Israël pendant un siècle. Donc ils en sont là, ces gens-là. Yanis a refusé de signer ça. Et ensuite, comme il a tourné, il a des cartes SD, il a une caméra, etc. Il a dit, moi, je refuse de signer ces papiers. Je suis journaliste, je ne suis pas activiste, je suis pas... Donc voilà, je ne fais que mon métier. Donc, libérez-moi, quoi. Donc, on lui a trouvé... c'est-à-dire que là-bas, il y a une association d'avocats. D'accord. Parce que quand il est parti, c'est un peu compliqué. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de l'expliquer. Mais quand il est parti, l'équipage a pris cette association qui s'appelle Adala, qui est une association où il y a une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas exactement, avocats et avocates israéliens, mais d'origine palestinienne, qui défendent gracieusement. Nous, on était prêts à payer, mais il y a un accord avec l'ONG qui a affrété le bateau. Et donc, ils défendent collectivement, mais ils se relaient pour aller défendre les gens qui ont été arrêtés. Yanis nous a dit assez vite qu'il voulait prendre un avocat tout seul. Donc, on a essayé, on a fait beaucoup de démarches. Mais cette association qui a l'habitude est localisée près du port. Donc, ils ont accès facilement à la prison, aux juges. Il y a des juges administratifs, des juges judiciaires. Donc, tout ça est un peu compliqué. Et là, je vous en parle un petit peu parce que, si vous voulez, après les premières libérations des 4 personnes, donc il restait 8 personnes, d'autres, dont Rima Hassan, sont entrées hier à Paris, et il reste 3 personnes, dont 2 Français, un activiste français, Monsieur Morieras, je crois. Oui, c'est ça, absolument. Et Monsieur Van Ren, qui est un activiste néerlandais. Mm-hmm. Et Yanis, qui est le dernier journaliste là-bas. On s'interroge sur les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas laissé partir hier avec tout le monde. Ouais. C'était assez facile. Et ils ont refusé. Donc, je pense que son statut de journaliste... J'ai enregistré une petite vidéo pour les réseaux sociaux qui va être diffusée. Peut-être même elle l'est diffusée en ce moment pour expliquer tout ça. Je pense que... Et c'est ce que dit Yanis dans la lettre qu'on a publiée hier. Le fait qu'il soit journaliste le marque un peu au fer rouge. Et et là, je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que le gouvernement israélien, le ministre de la Défense, M. Katz, etc., veulent montrer aux autres journalistes que ils n'ont pas intérêt à venir là-bas parce que Israël ne les accepte pas, quoi. Donc on l'a maintenu en prison. Il devait normalement sortir aujourd'hui. On devait l'accueillir ce soir. Cette nuit, il s'est passé cette agression d'Israël
sur l'Iran avec 200 avions qui ont balancé des bombes et tout. Et l'espace aérien autour de Jérusalem, de Tel Aviv, enfin, il n'y a plus d'avions qui décollent et qui atterrissent depuis ce matin. Et donc, Yanis est bloqué dans sa prison. Et donc, le travail qu'on fait en ce moment, c'est d'essayer de convaincre le consulat de France à Tel Aviv et l'ambassade à Jérusalem de sortir Yanis de sa prison où il n'a rien à y faire puisque son arrestation est illégale, son incarcération est illégale, pour au moins le sortir de cet endroit où les nouvelles qu'on a, c'est qu'il est moralement, il est en forme, même si j'imagine qu'aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas eu aujourd'hui, il a pris un coup au moral, à part les punaises de lit, puisque c'est un peu insalubre, ces prisons là-bas, ça fait 5 jours et 5 nuits où il dort très très mal. Il est pas à l'isolement, contrairement à Rima Hassan qui était à l'isolement, mais je pense qu'il est avec les 2 autres, mais j'en suis même pas sûr. Et notre avocate qui l'a vu ce matin nous a dit qu'elle ne pourrait pas le revoir avant dimanche. Et donc, entre-temps, nous, on essaie de trouver d'autres avocats et de faire pression sur... moi, j'ai appelé des députés, on a appelé le ministère des Affaires étrangères, puis on n'est pas les seuls, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Éric Coquerel, par exemple, qui est président de la Commission des Finances. De la Commission des Finances, est intervenu. J'ai appelé un député qui s'appelle Ludovic Mendes, qui est le député macronien de mon coin, pour lui dire essayer de faire quelque chose. Et donc, il a écrit au consul, il a écrit à l'ambassadeur. Le père de Yanis est inquiet, la mère de Yanis est inquiète, sa famille, ses amis nous appellent, etc. Parce que, si je suis honnête avec vous, et on ne sait pas ce qui va advenir maintenant, parce que si on en reste au blocage de l'espace aérien, ça peut durer 30 jours, 60 jours. C'est une guerre qui est en cours, quoi. Et donc, comme il risque d'avoir Yanis un peu dans le pif, parce qu'il est journaliste, mais qu'en plus, il est l'auteur de Netanyahou, criminel de guerre. Je pense pas qu'il... Mais donc, il n'y a que la pression, la solidarité, le mouvement des gens, etc., qui peuvent amener les autorités françaises, donc le ministre, Jean-Noël Barrot, le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre François Bayrou, s'il le décide, Yanis sort de prison là, dans l'heure, quoi. Sauf que quand je les entends, quand j'ai entendu Barrot dire « Oui, mais moi, je leur avais conseillé de ne pas y aller », quand j'ai entendu l'odieuse, et je pèse mes mots, déclaration du Premier ministre devant l'Assemblée hier, expliquant que... C'était mardi et mercredi, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Expliquant que Israël était dans son rôle, en quelque sorte, et cette défense envers et contre tout d'un État qui est quand même un État génocidaire. On peut le dire aujourd'hui, c'est documenté, etc. C'est un peu hallucinant, quoi. Donc, on peut compter que sur nous-mêmes. Tu nous dis que vous avez contacté effectivement le ministère des Affaires étrangères, le consul. Quels sont est-ce qu'il y a des réactions aujourd'hui de leur part que vous avez? Est-ce qu'ils mettent en place des actions? Alors, on a des sources, comment dire, de fonctionnaires non politiques, qui sont vraiment des gens dévoués, qui veulent vraiment qu'ils sortent de là, des diplomates, mais aussi des gens qui vivent sur place, quoi. Et qui nous disent faites-nous confiance, on leur fait confiance, quoi. Mais il n'y a qu'une pression politique qui peut débrouiller cette histoire, quoi. Et eux nous disent, que... Alors, on a eu 2 bruits contradictoires aujourd'hui. Certains nous ont dit il vaut mieux qu'il reste dans sa prison parce que la prison est très proche de l'aéroport de Tel Aviv, où dès que l'espace aérien se débloquera, un avion sera affrété, il pourra partir. Et d'autres nous disent ça ne va pas se débloquer avant plusieurs jours, donc il vaudrait mieux qu'il soit logé à l'ambassade, ou au moins il aura une chambre propre, il pourra récupérer son téléphone, etc. Donc l'angoisse de Yanis, et ce qu'on nous avait dit hier, c'est qu'il allait pouvoir récupérer sa caméra, la caméra de Blast, et puis ses cartes SD où il tourne, il y a des heures de rush pour le film qu'il préparait. Bien sûr. Et là, pour l'instant, on est sans nouvelles, quoi. Donc voilà, alors on est toujours entre... On est entre la prudence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire. Là, je me parle très librement, mais donc il y a des choses que je pense que je ne dis pas. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils sortent au plus vite, quoi, parce on était vraiment persuadés hier, même si moi, j'ai fait un édito hier avec Soumeya Benaïssa. Qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Blast. Qu'on a diffusé assez tard hier soir, mais qui
voilà, qui font que les gens regardent beaucoup, et dans lequel moi je crie pas victoire, quoi, parce que même si Rima Hassan a été libéré, Yanis, c'est particulier, il est journaliste, on est Blast, on est quand même un des rares médias à avoir fait notre boulot sur ce conflit à Gaza, contrairement à 90% de la presse en France qui ont repris la propagande israélienne. Nous, on n'est pas du tout pro-palestinien, on n'est pas des militants, mais pas une seconde. Ouais. Voilà, on a essayé d'informer sur le génocide. On est un des premiers médias à avoir parlé de génocide, on nous a traités d'antisémites. Voilà, moi, c'est une hérésie que de nous traiter comme ça. Donc voilà, c'est un problème compliqué, c'est un génocide. D'ailleurs, dans la lettre que Yanis écrit, il dit, avec justesse d'ailleurs, il dit, bon, ok, c'est dur en prison et tout, mais je vais pas me plaindre, quoi, comparé aux Gazaouis et aux Palestiniens qui se prennent des bombes, qui se font assassiner, aux milliers de gamins, dizaines de milliers de gamins qui se font tuer, quoi. Mais là où c'est flippant, c'est que quand tu sais que Netanyahou ordonne à ses militaires de Tsahal de tuer ses snipers, de tuer des journalistes, puisque on le documente aussi, ça. On serait aujourd'hui à plus de 200 journalistes tués dans la bande de Gaza. Selon une étude d'Université américaine de Providence, 253. Mais on peut dire vraiment plus de 200, ce qui est déjà incroyable, quoi. Mais pas tués par des bombes ou tués par accident, visés. C'est-à-dire qu'ils sont dans le viseur des militaires de Tsahal, quoi. Et des snipers qui sont dans des endroits bien planqués et qui tuent des gens. Et d'ailleurs, j'étais au colloque organisé par France-Palestine il y a 3 semaines à l'Institut du monde arabe, et il y avait un témoignage absolument déchirant d'un chirurgien palestinien qui expliquait que les snipers israéliens avaient deux cibles, les journalistes et les médecins, et en particulier les chirurgiens urgentistes. Et lui avait 3 collègues, qui les 3 avaient été tués par des snipers. Donc on est dans une voilà, c'est ce contexte-là, quoi. Et ça, dans les médias français, si vous écoutez la radio, la télévision, toutes les stupidités qu'on balance, personne ne parle vraiment de ça, quoi. Il faut lire l'Humanité ou lire on est très peu de médias à suivre ça. Et j'allais y venir. Comment tu expliques que finalement, autant que la presse, alors les médias mainstream, mais aussi en partie les médias indépendants, ont finalement assez peu couvert cet épisode de la flottille de la liberté, cette opération, et assez peu alors que d'habitude on est sur une profession, les journalistes, qui manquent pas de confraternité. Mais là, il y a même des horreurs qui ont été écrites, hein. Je pense à Franc-Tireur, à Marianne, ce qui est incroyable, quoi. À BFM, je les énumérer. Il y a CNews, j'ai entendu des choses horribles sur RTL. Comment dire, l'agence France-Presse parle de Yanis comme d'un activiste ou d'un militant. Ils ont refusé de passer nos démentis. Alors qu'il est journaliste avec une carte de presse. Hein. Bien sûr, il est journaliste. Il est plus journaliste que tous ces... Je vais essayer de pas être vulgaire, mais que tous ces connards qui travaillent appointés par Kretinsky ou par Bolloré ou par Drahi et qui font de la propagande. Les propagandistes, ce sont eux. Donc la raison pour laquelle ils n'ont pas parlé de la flottille, c'est parce qu'ils s'en sont moqués. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, je demande s'il y a des blasters qui m'écoutent, qui réfléchissent à ça, quoi. Dès que la flottille a été arrêtée et que ou dès qu'elle est partie, ils ont appelé ça le yacht selfie. C'est-à-dire, ils se sont moqués sur les selfies que Rima Hassan, enfin, etc. Et puis, c'était les éléments de langage, la croisière s'amuse. Et le selfie yacht, pour le coup, c'est les éléments de langage de l'armée israélienne elle-même. Hein. Oui, exactement. Donc, c'est des éléments de langage. Si vous tapez Instagram, vous vous abonnez, faites-le. Ça mérite le coup d'œil à la propagande israélienne, donc au gouvernement israélien. Vous verrez les éléments de langage. Dans l'heure qui a suivi, j'espère qu'Acrimed va décrypter ça, mais vous voyez que, alors je sais pas quel est le premier, mais ça doit être évidemment CNews ou le JDD ou tous ces canards d'extrême droite. Tout de suite, ils ont repris les mêmes termes. Le yacht des selfies, la croisière s'amuse, etc. Et on a vu ça comme une traînée de poudre dans tous les médias, quoi. Et c'est quand même, d'abord,
Enfin, si on réfléchit 2 secondes, si on prend un peu de recul, c'était tout sauf une promenade de santé. Je veux dire, c'est pas évident de traverser la Méditerranée, c'est pas évident d'aller. Le voilier est un petit voilier, il n'y a pas de confort. Et puis c'est angoissant, quoi, parce que le précédent bateau qui avait été affrété par la flottille de la Liberté, il y a eu 6 morts, quoi, parce qu'eux ont essayé, ils avaient la stratégie inverse. Beaucoup moins médiatisée, ouais. Voilà, ils y sont allés très discrètement et et quand ils sont arrivés, ils se sont fait bombarder. Voilà, ils sont morts. Beaucoup. Donc là, quand tu pars en bateau, Yanis, même lui, il était pas content de partir. Il avait l'impression de faire son métier. Et moi, je l'ai eu avant de partir. Il n'était pas sûr de partir parce que le bateau est petit avec 12 places. Et normalement, une journaliste de CNN devait venir. Elle n'est pas venue. En gros, il a pris sa place, quoi. Ouais. Et la veille au soir, il me dit, c'est quand même relativement mal organisé. C'est pas qu'il avait la trouille, mais il était un peu angoissé par le truc. Et il avait repris une nuit d'hôtel pour pouvoir rentrer parce qu'il avait fait son deuil de cette traversée, quoi. Donc je le sais parce que ça le faisait chier de pas y aller, mais en même temps il y avait une forme de soulagement, quoi. Et finalement il y allait. Et ce qu'il nous dit d'ailleurs, c'est que sur le bateau c'était quand même assez spartiate, quoi. Donc dire la Causière s'amuse et tout ça, ouais. C'est vraiment une saloperie, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Et de parler de selfie, etc., surtout quand on est israélien, c'est encore plus dégueulasse quand on sait les selfies que font tous les jours les soldats israéliens, quoi. Ils se sont filmés en selfie dans les appartements des Palestiniens où ils ont pris avec les poupées des enfants qui venaient d'assassiner en se faisant des trucs, en souriant. Ça semble surréel, mais ouais, documentez-vous. Ils se prennent des selfies en faisant exploser des bombes. Ils se prennent des selfies devant des cadavres. Absolument. Donc eux, c'est l'armée des selfies. Et c'est ça, l'ignominie, elle est là, quoi. Et de voir que des journalistes français, au Point, à l'Express, il y a eu des papiers, même j'ai lu un édito de Thomas Legrand dans Libération, un type que j'aime plutôt bien, mais dégueulasse, quoi. Et tout ça, et franchement, voilà, Le Monde qui reprend aussi le terme d'activiste et de militant. Enfin, les gens ne sont pas dupes, quoi. À un moment donné, on voit pourquoi Blast a du succès. Enfin, c'est un peu immodeste de dire ça aujourd'hui, mais c'est parce qu'on tient la barre, quoi, et qu'on est maintenant soutenu par de plus en plus de monde, et on renvoie ces gens-là face à leur faiblesse, à leur dépendance à ces milliardaires qui sont complètement pro-palestiniens pour la plupart, quoi. Pro-israéliens, oui. Les médias de Bolloré, pro-israéliens. Les médias de Bolloré et de Kretinsky, c'est flagrant, quoi. Enfin, je veux pas monopoliser le micro. Non, mais c'est absolument intéressant. Moi, j'avais une question, c'est pourquoi vous avez fait ce choix, finalement, d'être présent sur cette opération? J'imagine que c'est une décision qui n'a pas forcément été facile à prendre. Non, elle a été... Parce que l'écueil était... l'écueil aurait pu être de dire qu'on est... on est, nous aussi, militants ou activistes, etc. Mais à aucun moment, je veux dire, à aucun moment, il était là pour témoigner. Et heureusement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils nous ont pris dans le bateau, mais ils ont failli pas nous prendre, quoi. Donc il y a un journaliste d'Al Jazeera, franco-algérien, je crois, oui. et Yanis. C'est les 2 seuls journalistes, Yanis qui est français d'origine algérienne, mais parce que là je lis aussi sur les médias sociaux, ils l'appellent algérien, quoi. Il y a aussi ce genre de truc, quoi. Et pourquoi on fait ça? Mais parce que c'est notre rôle, quoi. Et d'ailleurs, comment dire, la flottille, si on prend un peu de recul sur cette situation, l'opération... Évidemment, ils ne pensaient pas, ils amenaient de la farine, des couches bébés, etc. C'était symbolique, quoi. Ouais. À aucun moment, ils se sont dit on va percer le blocus, etc. C'est une opération, évidemment, de communication. La guerre, qui n'est pas une guerre, encore une fois, ce n'est pas une guerre. Mais ce qui se passe en ce moment tous ces conflits énormes, etc., ce sont d'abord des guerres de l'information. C'est-à-dire que Israël a gagné la guerre de l'information après le 7 octobre, en communiquant, en faisant leurs films. La guerre de l'information a été gagnée, en tout cas en France, par Israël et par ses médias complices. Un jour... Mais c'est un peu comme, je ne veux pas faire de parallèle compliqué, mais il y a eu des génocides par le passé où il y a eu des procès, je pense à Nuremberg, quoi. Mais en France, je veux dire,
On ne sait pas ce qui va advenir de tout ça. Pour l'instant, ils veulent exterminer, ils veulent faire de Gaza un Costa Gaza, comme c'est le film que je suis en train de faire va sans doute s'appeler Costa Gaza. C'est une révélation que je vous fais. Merci. Un documentaire sur Gaza, mais qui a été financé aussi beaucoup par les blasters. Et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, je suis tellement. Non, mais tu étais sur le fait que la guerre de l'information était gagnée par les. C'est ça. Et donc oui, les médias dominants en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas ce que va devenir ce conflit. Évidemment, oui. Israël est en train de gagner. Je veux dire, physiquement, ils veulent tuer un maximum de Gazaouis. Puis ensuite, ils veulent les envoyer en Égypte. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je veux dire, ils y arriveront sans doute jamais. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est dans un conflit qui va devenir permanent. Et à un moment donné, on l'a vu en France, il y a quand même eu un basculement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, depuis le 7 octobre, tu ne pouvais pas esquisser une parole un peu dissidente, etc. Aujourd'hui, 90% des gens raisonnables disent qu'il y a génocide. Il est complètement documenté. Aujourd'hui, les gens raisonnables savent que c'est un gouvernement d'extrême droite qui est à Jérusalem et même, on le sait en Israël, même si les gens soutiennent d'une manière générale la guerre et veulent le départ beaucoup des Gazaouis, il y a quand même une grande partie de l'opinion israélienne qui est opposée à ça. Il y a des refusniks aussi dans l'armée, c'est-à-dire des soldats qui, on l'a documenté, on a fait un sujet là-dessus sur Blast, qui refusent de continuer à faire ce massacre. Donc, à un moment donné, peut-être ils ont gagné la guerre de l'information à court terme, mais on va la gagner, nous, à long terme. Ouais. Parce qu'à un moment donné, comment dire, la vérité prend du temps. Et les médias français qui ont vraiment le nez dans le caca qui fabriquent des fake news à la chaîne et qui nous accusent, nous, d'être des militants, ces médias-là ne tiendront jamais la distance. Parce qu'à un moment donné, il y a une évidence, l'évidence des faits, l'évidence du journalisme. Le journalisme, il est de notre côté et jamais du leur. Voilà, quand je dis du leur, je pense au Point, je pense à l'AFP, je vais pas seulement attaquer CNews, BFM et voilà quoi. D'où l'importance de Blast. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, autour de la table et derrière leurs appareils, les blasters derrière leurs appareils, là maintenant, pour vous aider, accélérer la libération de Yanis ? Je ne sais pas, c'est déjà écrire, envoyer des messages. De toute manière, il les lira, j'espère, quand il sortira. C'est d'alerter son député dans sa circonscription, ce que j'ai fait, moi, par exemple. Et puis, c'est de diffuser les éditos, les sujets qu'on fait là-dessus, et d'informer ceux qui sont... c'est pas intéressant de convaincre les convaincus. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent sont évidemment... soutiennent notre travail et nous connaissent, quoi. Mais ce qui est intéressant, et moi, des fois, je suis invité dans des bistrots, dans des dîners où il y a des gens qui, quand même, il faut débattre. Il faut leur dire, il faut pas s'énerver, il faut pas les injurier, même si des fois c'est quand on voit Caroline Forest ou Raphaël Enthoven. On n'est pas obligé de dîner avec Caroline Forest. Non, mais je veux dire, non, il y a des gens avec qui. Mais par exemple, j'ai lu aujourd'hui ce qu'elle a écrit en disant que les gens de ce bateau, je parlais de la flottille, si c'était la guerre, iraient dénoncer les Juifs. Et les mettrait. Elle a fait cette déclaration. J'ai pas lu cette sur déclaration. Franc-Tireur. Sur Franc-Tireur, ça a été repris. Mais c'est même plus de la débilité, c'est le mal incarné, quoi. Comment on peut dire une saloperie pareille ? C'est incroyable. C'est comme est incroyable. Il y a plus de mots pour définir. Moi, je suis pas tous les jours à les lire, mais des fois, je vois passer des choses. Il y a des gens comme Philippe Val, comme Raphaël Enthoven, comme les gens du Printemps républicain, mais c'est horrible. Les mecs du Rassemblement national disent moins de conneries qu'eux. Hein. Pourtant, ils en disent. Et pourtant, ils en disent. Mais effectivement, sur ce conflit-là, on n'y est pas. Je propose qu'on fasse une petite... tu disais tout à l'heure que Blast avait du succès, et ce qui est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés, Oussem ? Alors là, on va bientôt arriver aux 31 000 abonnés à Blast. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais encore une fois, comparativement au nombre d'abonnés sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, c'est assez dérisoire puisqu'on a 1 400 000 abonnés sur YouTube. Donc le taux de conversion, il n'est pas bien important si vous faites le calcul. Toujours est-il que on fait en sorte d'enrichir l'offre d'abonnement pour pousser les gens à s'abonner à Blast.
On a fait pas mal de choses pour enrichir cette offre, justement. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui quand on est abonné à Blast? Je me permets juste un point, quand on fait, je vous invite à revoir la première émission du Buena Vista Blaster Club où on était autour de 25 000 abonnés, donc il y a quand même une évolution vraiment positive depuis un an. Oui. Et d'ailleurs, il y avait 1 million d'abonnés, je crois, sur la chaîne YouTube. On venait juste de passer le million, là, il y a 1 450 000. C'était au mois de mai l'année dernière. Un an. Donc il y a un an. Émission annuelle, quoi. Exactement. L'émission de fin d'année qui fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a comme avantage quand on est abonné Blast? Alors, on a mis en place depuis quelques mois maintenant 3 newsletters qui sont réservés aux abonnés de Blast. Elles sont hebdomadaires ou bimensuelles. Il y a le best-of du lundi qui reprend certains des contenus parus la semaine précédente et qui permet aux gens d'avoir une vue d'ensemble ou alors en tout cas une vue sur certains des contenus qui ont été produits la semaine précédente. On a Blast en bref. Depuis quelques temps, on a mis en place des brefs. Donc, ce sont de courts textes qui souvent reprennent l'actualité. Ou sont inédits, d'ailleurs. Oui. Beaucoup. Et du coup, en fait, c'est un florilège des brefs parus durant les 2 dernières semaines qui est condensé et qu'on envoie à nos abonnés. Et enfin, il y a le bloc-notes de Sébastien Fontenelle, qui est un de nos journalistes qui est d'ailleurs derrière l'émission Quelle époque formidable, mais pas que. C'est l'éditorialiste politique du jeudi. Exactement, et qui reprend un peu toutes les dingueries qui ont été dites dans les médias et qui sont passées sous les radars pour nous en faire prendre connaissance et comment dire, pour ne pas les laisser infuser sans revenir dessus. À côté de une newsletter réservée aux abonnés. Exactement. Il faut être abonné pour y avoir accès. À côté de ça, on envoie aussi une newsletter le mercredi qui est principalement réservée aux abonnés et qui contient des avantages, des livres des auteurs qu'on interviewe. Donc lorsqu'ils viennent, on se met d'accord avec eux pour faire remporter des livres à nos abonnés. Super. On leur donne accès à des films et à des plateformes comme Tank ou Cinémutin sur lesquels ils peuvent regarder des documentaires pendant des périodes allant de 15 jours à 1 mois gratuitement grâce à un partenariat avec ces 2 plateformes. Donc Tank qui est une plateforme de documentaire, Cinémutin qui est une plateforme de cinéma indépendante. Exactement. Et donc grâce à Blast, quand vous êtes abonné, au cours du partenariat, vous avez accès à 15 jours ou 1 mois d'accès gratuit à cette plateforme. Exactement, c'est ça. On organise aussi des projections mensuelles de L'Empire n'a jamais pris fin, mais aussi de temps à autre des projections plus ponctuelles de contenus qui sont déjà parus, comme récemment un contenu de Thibaut à Bordeaux sur le saumon. Et du coup, sur ces projections-là, on a des prix privilégiés pour nos abonnés. On leur fait aussi gagner des places pour les événements partenaires, justement. C'est la prochaine partie. On a développé pas mal les partenariats depuis mon arrivée. On a été partenaire de 5 ou 6 films et d'une trentaine d'événements partout à travers la France, en Île-de-France, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Montpellier, à Toulouse, dans le sud vers Sète, Thau, Montbazin, etc., à Foix, et aussi à l'international, puisqu'on a été partenaire du FIFDH en Suisse. Voilà. On est aussi partenaire de 2 spectacles qui ont été Monsieur Henri et la cérémonie des Doigts d'Or. Encore une fois, on permettait à nos abonnés d'y accéder, soit gratuitement via un tirage au sort, soit avec des tarifs préférentiels. Alors, quand je vais sur le site de Blast, blast-info.fr/soutenir pour s'abonner, on a le choix entre s'abonner, donner ou devenir sociétaire. Vous avez fait depuis 2 mois une campagne de sociétariat. Donc ça veut dire quoi être sociétaire de Blast? Alors, effectivement, on a fait une campagne de sociétariat qui a été initiée mi-avril. Bientôt, on va être 5000 sociétaires, donc on a quasiment doublé, on a même doublé notre nombre de sociétaires. Il faut se souvenir que Blast, c'est une coopérative en fait, ce qu'on appelle légalement une SKIC. Oui. Donc quand on est sociétaire, en fait, on est actionnaire de Blast. Exactement, on est sociétaire et donc pas actionnaire. Pardon, oui. Mais effectivement, parallèle. Concrètement, lorsqu'on est sociétaire, on peut assister et voter lors des assemblées générales. On peut élire les représentants des différents collèges en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration. C'est important, cette campagne a été très importante pour nous puisque on se définit comme un média d'intérêt général et de service public et que l'augmentation du nombre de sociétaires, elle nous confère plus de légitimité, plus de représentativité et donc plus de force.
On attend des sociétaires qu'ils soient abonnés avant de souscrire un abonnement. D'accord, donc il faut être abonné pour pouvoir ensuite devenir sociétaire de Blast et acheter des actions. Okay. Exactement. Pour devenir sociétaire, normalement, un lien va apparaître à l'écran pour vous mener à la page depuis laquelle vous pourrez souscrire au sociétariat. Ça prend 5 minutes et puis ça vous permet d'être plus impliqué dans la vie de Blast. Donc n'hésitez pas, on a besoin de vous, comme on vient de vous le dire, pour continuer nos enquêtes, pour pouvoir envoyer des journalistes un peu partout, pour nous permettre de vous retranscrire la réalité des faits dans un environnement médiatique comme vient de le dire Denis, assez pollué. Ce que tu peux dire, ce que tu peux ajouter, parce que c'était marrant, ton lapsus actionnaire sociétaire, c'est que tu sociétaire, même si c'est pas le but, tu gagnes de la thune en étant sociétaire. C'est beau, ça. Quand tu mets 1000 euros en part sociale, ou disons 100 euros, tu récupères, pour ceux qui payent des impôts, 50 euros de crédit d'impôt. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, donc, tu prends des parts sociales et dans la déclaration fiscale, tu mets 1000 euros de parts sociales parce qu'on est une société d'intérêt collectif et une entreprise de presse. On bénéficie de ce statut fiscal. Et c'est beaucoup. Et il faut que l'argent soit placé 5 ans pour bénéficier de ces 50 euros. Mais si tu divises, ça te fait 10% d'intérêt. C'est pas le but du jeu, mais il vaut mieux, si tu as 1000 balles, les mettre dans une boîte comme Blast, parce que d'une part, ça nous permet, nous, d'acheter des caméras, de payer des salaires et tout ça, plutôt que de les mettre sur un livret de caisse d'épargne qui te rapporte 2%, quoi, ou 2,25. Voilà, j'ai fait mon petit quart d'heure. Non, mais t'es le chroniqueur du revenu. Un temps, on avait ça à la télévision. Mais non, mais c'est les gens, l'idée, enfin, tu vois, les gens ne croient pas, enfin, ne comprennent pas ça, mais c'est évident. Et dans 5 ans, tu récupères tes 100 euros, quoi. En fait, tu auras gagné le crédit d'impôt. Voilà, c'est un système qui est, comment dire, gagnant-gagnant, quoi. Qui, in fine, aura été investi chez Blast. J'ai le souvenir que vous aviez fait une campagne de sociétariat au tout début de Blast. Pourquoi avoir relancé le sociétariat pour le développer ? Alors, il y a une raison objective, c'est qu'on a changé de banque, figure-toi. On était dans une banque qui nous mettait des bâtons dans les roues, qui est une banque liée à la Poste, où ça a été très compliqué parce qu'ils avaient des règles tellement strictes que ça dégoûtait tout le monde de devenir sociétaire. Et on a changé de banque, on est au Crédit Coopératif, où c'est beaucoup plus coopératif. Par définition. Où là, mais là, les règles sont vraiment extrêmement simplifiées et il n'y a plus de problème. Je crois qu'il faut... Tu le sais mieux que moi, je crois qu'il faut donner une pièce d'identité. Pièce d'identité, justificatif d'identité, justificatif de domicile. C'est pour ça que je vous ai dit que ça prend 5 minutes. Et puis ensuite, on valide votre dossier qui passe au conseil d'administration pour une validation. Ouais. Donc c'est vraiment très rapide, assez simple. Et les sociétaires sont représentés au conseil d'administration. Il y a 2 places. Exactement. Pour les sociétaires. Il y a une question dans le chat de La République, c'est nous, qui demande s'il y a des dividendes quand on est sociaux. Non. Pas du tout. Et qu'on mette 5 euros ou 25 000 euros, on a une voix. Voilà, ça c'est le principe coopératif. Il y a un collège sociétaire, une voix. Voilà. Il y a un collège de mécènes, un collège de partenaires au conseil d'administration. Un collège de sociétaires abonnés, un collège de salariés et un collège des membres fondateurs. Donc si je résume, on a la possibilité déjà, en devenant sociétaire de Blast, de faire partie de Blast, en tout cas du capital de Blast. On a la possibilité de voter à l'Assemblée Générale, on a la possibilité d'être représenté au conseil d'administration et de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique et particulièrement avantageux du fait du statut de coopérative et du statut d'entreprise de presse. Et là, la nouvelle est tombée aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la livre. On s'associe à d'autres grosses coopératives qui s'appellent les licornes. On est la 12e licorne, c'est-à-dire, alors je ne les ai pas toutes en tête, mais la Nef, Mediacoop, qui ont alors eux, par contre, ils ont des centaines de milliers de sociétaires. Nous, on est un peu le petit poussé là-dedans, puisqu'on en a que 5000. Mais je crois que le sociétariat
À terme, on a doublé, comme tu l'as dit, mais à un moment donné, on peut multiplier par 10, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un impact comme ça, et c'est ce qui va faire la force de Blast, quoi. Et tu parlais de service public. Je pense que devant la défaillance des médias de service public, comme je l'ai dit dans mon édito d'hier, la figure de la journaliste indépendante, c'est Léa Salamé en ce moment, où c'est Barbier, où c'est des gens comme ça. Donc les gens ne sont pas dupes, quoi. Les gens qui ont 2 neurones, ils se disent non. Service public, c'est pas ça, quoi. Quand tu vois que sur France Inter, ça se droitise à mort, enfin, donc tu te dis, c'est plus le service public, quoi. C'est où le service macronien, ou c'est, autre chose, mais j'en sais rien. Mais donc c'est pour ça que les médias indépendants, pas que nous, hein, il y a d'autres médias indépendants qui fonctionnent bien aussi, quoi. Aujourd'hui, vous savez, 31 000 abonnés, combien de sociétaires ? Presque 5 000 sociétaires aujourd'hui. Et c'est beaucoup, c'est une bonne chose. Comme je te disais, on a plus que doublé le nombre et à terme, on s'impose pas de limite. Plus on sera de sociétaires, plus on sera fort, plus on sera représentatif et plus on sera légitime. Je me permets de mettre un point sur un point technique dont tu m'as parlé avant l'émission, c'est qu'il y a beaucoup de désabonnements pour des raisons en fait bêtement techniques. C'est que les cartes bancaires avec lesquelles les abonnés payent leur abonnement récurrent mensuellement ont une expiration. Exactement. Donc il faut être très vigilant si vous voulez continuer à soutenir Blast et rester abonné et bénéficier des avantages abonnés, de bien vérifier, soit renouveler le moyen de paiement, soit carrément passer sur un virement. Je pense que c'est possible. Oui, virement, c'est pas exactement. C'est très juste ce que tu viens de dire là. Il y a tout un tas de personnes. Moi, j'ai fait un travail là-dessus pour les sensibiliser à la question. Toujours est-il qu'il y en a qui n'ont pas forcément vu le mail que je leur ai envoyé à ce sujet et qui parfois viennent nous voir en nous disant je me rends compte que je ne suis plus abonné. On a une politique assez permissive dans la mesure où lorsqu'un abonnement et un prélèvement échoue, on ne suspend pas l'abonnement pour autant. On laisse un délai de 3 mois à nos abonnés pour régulariser leur situation, nous faire part de leurs difficultés s'ils en ont, puis ensemble on trouve une solution. Le but c'est comment dire, c'est de rétribuer leur fidélité et non pas de les pousser à se réabonner dès que le premier prélèvement échoue. À côté de ça, ils peuvent également, si ils sont défiscalisables, nous faire un don s'ils préfèrent, puisque le don, contrairement à l'abonnement, est toujours défiscalisable à hauteur de 66% et dans une limite de 20% du montant imposable. Donc ça, si vous allez sur blast-info.fr/soutenir, je pense que le lien sera envoyé dans le chat. Vous voyez, vous avez la possibilité soit d'être abonné, soit de faire un don. Exactement. Et ce don, il est défiscalisable. Exactement. Et est-ce qu'il donne accès aux avantages abonnés ? Non, par définition, c'est un don, donc il n'attend pas de contrepartie. Toujours est-il que ces personnes-là qui nous font des dons, nos donateurs, nos donatrices, peuvent s'inscrire à nos newsletters. Ils ne recevront pas les newsletters abonnés, mais ils recevront des communications de nos parts. Et puis, ils peuvent aussi télécharger l'application mobile de Blast, qui est gratuite, mais qui contient des fonctionnalités réservées aux abonnés. Il y a Boeck136 sur le chat qui nous dit qu'il faut aussi dire qu'être abonné ou sociétaire, ça vous remplit de fierté. Bah, écoutez, donc c'est quand même, ça n'a pas de prix, ça pour oui. le coup. Et c'est pas souvent qu'on ressent ça. Donc effectivement, c'est super. Est-ce que on a fait le tour ? Oui, peut-être faire un petit tour par rapport à nos chiffres. Depuis 1 an, on a doublé le nombre d'abonnés sur Instagram. Génial. On a dépassé les 350 millions de vues cumulées sur YouTube. On est à 1850 vidéos publiées sur notre chaîne et 1,44 millions d'abonnés sur YouTube, encore une fois. On espère que les abonnements à Blast suivront la même courbe. Et si je peux ajouter, c'est le site internet qui est un peu le parent pauvre de tout ça, parce qu'on publie au moins 2 papiers par jour. Oui. Et c'est vrai que la vitrine de Blast est quand même la chaîne YouTube. Et les gens oublient à quel point on investit. On a quand même un réseau d'une 12aine de pigistes qui travaillent en permanence pour Blast, plus une cellule enquête avec des journalistes salariés et comment dire, et tout ça génère. On a sorti quand même des grosses coupes. Là, le dernier récemment, c'est l'enquête de Christophe David et d'Olivier Jourdan-Rouleau sur Macron.
Oui. Et sur comment on appelait ça, les dissimulations qu'il a mis en place pour tricher sur son patrimoine. Et on a été alerté par un militant, un ancien directeur financier qui est militant d'Attaque en Belgique. Je le salue, il s'appelle Christian Savestre. Et il a, pendant des années, fouillé les comptes de Rothschild, etc. et découvert que, je le fais court parce qu'il faut vraiment aller sur le site et regarder la vidéo, que Macron a triché, quoi. Et ça aussi, un jour, là, il est président de la République, mais quand il ne le sera plus, il y aura une information d'ouverte, parce que c'est pas possible qu'il ait fait ça, et c'est pas possible que la haute autorité qui doit contrôler les comptes de campagne et les déclarations des candidats ne soit pas allé fouiller derrière tout ça. Parce que là, il y a un déni démocratique, quoi, et grave. Parce qu'on se rend compte que Macron, et c'est vraiment, ça a l'air de rien, mais il s'est quand même mis dans les poches, et je pèse mes mots, hein, mais même si les poches aujourd'hui, l'argent n'apparaît pas, mais l'enquête montre qu'il s'est mis entre 6 et 7 millions d'actions dissimulées, et puis vous parliez de dividendes, mais c'est ça, et puis comme il a fait un gros deal, une fusion-acquisition entre Nestlé et Pfizer. Absolument, oui. Et c'est lui qui est à l'origine de ça. La rétribution de ce deal, en 2012, lui a ramené entre 3 et 4 millions d'euros, qui n'ont pas été déclarés, mais dont on sait, avec une absolue certitude, que cet argent lui est dû. Mais simplement avec des stratagèmes à la limite de la légalité, mais c'est des stratagèmes quand même, c'est une volonté de dissimuler, même si pénalement, là, pour l'instant, on ne peut rien dire. Il a dissimulé ces sommes-là. Et quand on regardait les comptes de campagne, il était celui qui avait le moins de fric. Et je crois qu'il y avait que Philippe Poutou qui était derrière. Les déclarations de patrimoine. Oui, les déclarations de patrimoine, excuse-moi. Oui, tout à fait. Il y a effectivement... Alors moi, j'ai un petit conseil de Blaster. Effectivement, je vais trop peu souvent sur le site alors qu'il est particulièrement riche. J'y vais plus depuis que j'ai téléchargé l'application et que j'ai activé les notifications, puisque les notifications, on pousse autant des articles que des vidéos. Donc ça permet d'avoir je trouve une richesse de contenu beaucoup plus forte grâce à l'appli. Et il n'y a pas que des enquêtes, il y a des articles incroyables en culture. Là, il y a un papier, alors je peux en parler de 50, hein, mais celui-là, je veux en parler, qui est absolument formidable. C'est le voyage aux États-Unis d'un couple de musiciens, Marie Rivière et Nicolas Moog, ils font 40 feuillets avec des dessins où ils racontent Tucson, enfin l'Arizona, à la frontière du Mexique, la vie là-bas, entre les bars, le chômage, la vie depuis Trump, quoi. Et ça, le titre est formidable, c'est sur je me souviens, ils ont trouvé un titre génial sur les cactus qui restent en fleurs malgré Trump, quoi, en quelque sorte. Et le papier, il se lit comme un roman de Brotigan, quoi, ou de John Fante, quoi. C'est de la no-fiction, mais c'est de la littérature. On a ça aussi sur Blast, quoi. Et puis il y a les papiers de Lutsch tous les week-ends qui racontent qui sont... Voilà, c'est des trucs qui font 1000 vues, 2000 vues. Là, le papier sur l'Arizona est à 10 000 vues. Mais nos papiers font entre 5000 et 10 000 vues chaque semaine, quoi. Et sont une vraie raison, je trouve, de soutenir Blast, parce que ça élargit vachement, je trouve, le champ d'action et les formats et il y a les podcasts aussi qui marchent de mieux en mieux. Il y a Pagaille, il y a la série sur les animaux de Anima, il y a Les Invisibles qui sortent en ce moment, et tous nos contenus vidéos sortent aussi en podcast. On peut écouter Pacôme et l'Empire n'a jamais pris fin en podcast, c'est ce que je fais, moi. Je profite juste de cette occasion pour vous dire que pour parler des perspectives à venir et des projets qui vont arriver. On va parce qu'être abonné, ça permet aussi de financer des projets. C'est ça qui est intéressant. Et des développements. Et des films. On va procéder à la refonte de notre site internet prochainement. On va mettre à jour notre application mobile, notamment pour y faire paraître les brèves qui n'y sont pas encore. D'accord. Lors de la refonte du site internet, on va fixer une petite déconvenue qu'on a avec les podcasts et qui sont pas toujours accessibles ces derniers temps. Ils le seront à nouveau très prochainement. Génial. On va développer de nouveaux partenariats. Je pense que l'objectif, ce serait à terme une
une cinquantaine de partenariats d'ici la fin de l'année. On sera à nouveau partenaire de la Fête de l'Humanité. Vous pourrez nous y retrouver dès septembre. Donc au mois de septembre, super. Ouais. Et on va lancer très probablement dans la même période, au mois de septembre, une campagne d'abonnement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas encore d'ici là, ce sera l'occasion. On vous le rappellera pendant la campagne d'abonnement. Voilà. Denis, tu parlais de projet de film ? Oui, là, Yanis, justement, a fait un long métrage. Parce que l'été dernier, il est parti en Cisjordanie, près de Bethléem, dans un village où il raconte la guerre entre les colons et les Israéliens ou Palestiniens qui se sont fait voler leurs terres. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est très difficile de filmer là-bas et on le voit assez peu, quoi. Et là, son film s'appelle Alice au pays des colons. Et c'est un film d'1h50 qui va sortir en salle. Et on fait une projection gratuite en avant-première à l'Institut du Monde Arabe, le 24 juin. Ouais. Le 24 juin. Et on cherche, on innove un peu là-dessus, parce que bon, Yanis, c'est le premier. On a fait d'autres longs, ton film sur les saumons. Yanis avait fait Netanyahou, criminel de guerre, mais on s'était pas donné les moyens de cinéma, c'est-à-dire un mixage, un étalonnage et une durée aussi, parce que là, le film de Yanis, et je vous promets qu'on s'ennuie pas, il dure 1h50. Et c'est un film formidable, parce qu'on est au plus près des gens, et c'est une sorte de... Yanis, il filme à la fois les colons et cette jeune femme qui s'appelle Alice, qui est une vraie battante, qui veut récupérer le restaurant de ses parents, qui était un restaurant où toutes les communautés religieuses venaient, buvaient du vin, de la bière, faisaient des fêtes, mangeaient des grillades au soleil. Enfin, c'était un endroit paisible et vraiment génial, parce qu'il y a des images d'archives. Et les colons sont arrivés, l'ont envahi, ont brûlé la maison, ont récupéré le terrain, etc. Et elle n'a de cesse que de récupérer ce terrain qui lui appartient. C'est-à-dire que les cadastres montrent qu'elle lui appartient. Et Yanis filme le combat de ce pot de terre qui est représenté par Alice, et le pot de fer des colons soutenu par la police et par l'armée israélienne. Donc on est là aussi au cœur du conflit. Et c'est vraiment un film unique, parce que c'est jamais trop montré, quoi. Il y a eu No Otherland qui en parle et qui est très très bien, mais c'est un film de ce niveau-là qu'a fait Yanis. Et pour l'instant, à Blast, donc on a fait ce film-là, et dont on va demander, parce qu'il faut qu'on finance la post-prod. On a un petit film qu'on va sortir bientôt pour que les gens nous aident à financer la post-prod, et on voudrait le sortir en salle, et on va le sortir en salle, mais pour l'instant, il faut qu'on mette en place une organisation pour organiser des ciné-débats, aller un peu partout, parce qu'il va être demandé partout. Et ça permettra d'aller... Une énergie. Et puis il y a le film que je suis en train de finir de monter. Costa Gaza, voilà, le sur scoop Gaza. de la... D'accord. Et ce film-là sera prêt en septembre, mais là il est... je monte avec Fred Fournier, qui est un monteur. Ouais. On est vraiment à deux sur c'est un film de 90 minutes sur Gaza, quoi. Et c'est assez compliqué, mais je suis assez excité par ce projet. Ça faisait longtemps que je faisais plus de projets un peu personnels. De documentaires, j'en avais fait par le passé, mais de Blast est très chronophage. Donc. Mais là, il y avait tellement de mensonges autour de Gaza que je me suis dit que le cinéma pouvait être le lieu et l'endroit. Et le film a été financé à hauteur de 48 000 € par des dons de blasters, de militants de France-Palestine. Enfin, j'en ai pas fait énormément de publicité, mais on a été aidés comme ça, quoi. Et donc les deux films vont exister, parce que c'est des films, si tu vas au CNC ou dans les régions pour demander de l'aide, ils aident pas ces films-là, c'est trop politique. Alors déjà, ils aident de moins en moins de films, et dans l'absolu, évidemment, ces films très politiques, ils les aident de moins en moins. Ouais. Donc on est obligé de se débrouiller, et donc Blast, aujourd'hui, permet ça, quoi. Alors maintenant, il faut qu'on... Alors après, c'est un des chantiers, on en a de nombreux, mais celui-là, il est important, c'est de créer le réseau qui va nous permettre d'aller dans les cinémas, Utopia, donc aujourd'hui, ça allait être ma question, c'est qu'il va y avoir une diffusion, donc pour le film de Yanis, Alice, pardon, j'ai oublié. Au pays des colons. Alice au pays des colons, à l'Institut du Monde Arabe, donc le 24... C'est une avant-première, ça. C'est une avant-première, le 24 juin. Le lien a été envoyé dans le chat pour s'inscrire pour les Parisiens qui désirent voir le film. Donc ça veut dire qu'après, il y aura une diffusion dans un réseau de salles, en tout cas c'est ce qui est en projet, pour diffuser ces films et être capable d'être beaucoup plus présent physiquement auprès des gens et des blasters, mais pas seulement. Oui. Je pense que Yanis fera la tournée, mais voilà, il la ferait aussi un petit peu. Même après, ça demande beaucoup de temps, donc voilà. Et généralement, quand tu accompagnes les films, les cinémas sont pleins. On l'a vu avec Netanyahou, hein, c'était... Voilà, quoi.
Pour soutenir Blast, je rappelle l'adresse, blast-info.fr/soutenir. Exactement. Pour s'abonner, avoir accès aux avantages abonnés, pour faire un don, bénéficier du crédit d'impôt, ou pour devenir sociétaire, à condition d'être déjà abonné. Très précisément. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Oui. Partagez les contenus, notamment ceux qui parlent et qui traitent de l'incarcération de Yanis et qui demandent sa libération immédiate. Ouais. Donnez-nous de la force sur ce terrain-là. On a besoin de vous. Et puis, liberté pour Yanis. Et il y a des manifestations qui sont organisées. Oui, ce soir, il y en a une dans laquelle à République, Lisa Leget, qui est non seulement notre CM, mais qui est aussi correspondante avec un journaliste sur place, qui s'appelle Mohamed El Saïf, va prendre la parole. Elle est aussi assez proche, même très proche de Yanis. Donc, pour ceux qui sont à Paris et qui peuvent se rendre à la manifestation, à 21h, Lisa prendra la parole à ce sujet. Et puis voilà. Et je crois qu'en région, il y a une série d'autres manifestations qui sont organisées, notamment demain après-midi. Donc, renseignez-vous, mais autour de chez vous, c'est certain que vous pouvez être présent pour demander la libération de Yanis et des deux autres participants. C'est comme ça qu'on arrive à faire pression sur les politiques, on en est là, quoi. Ouais. Pour l'instant, on n'utilise pas on n'est pas des black blocs, quoi. Mais à un moment donné, tu te dis, mais putain, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, quoi. Merci beaucoup, Denis. Voilà, moi je vais à République, là. Eh ben formidable, merci beaucoup. Donc, si vous voulez rejoindre, avec Thibaut qui restez avec nous quand même pendant 1 heure. On va passer à la deuxième séquence. Merci beaucoup, Oussem. On va passer à la deuxième séquence de l'émission. Ça s'appelle les Blasters. Non, ça s'appelle la famille Blaster. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Oussem. Je vais vous regarder un peu. Sans transition, si j'ose dire, on va parler d'un tout autre sujet avec toi, Thibaut. Thibaut, tu es journaliste à la rédaction de Blast. Tu as fait pas mal de sujets sur les questions de santé publique. Là, en l'occurrence, tu prépares un sujet sur la psychiatrie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'enquêter sur ce sujet ? C'est en effet un sujet que je suis personnellement depuis longtemps pour Blast. Et déjà, à mon sens, qui est irrégulièrement et de façon pas forcément qualitative couvert dans les grands médias, les médias mainstream, avec parfois des incohérences dans les lignes éditoriales, parfois des rapprochements peut-être un peu trop forts avec les pouvoirs publics et donc qui mènent les politiques actuelles, et parfois aussi peut-être trop de légèreté ou à l'inverse de pathos dans ces sujets-là. L'année dernière, en tout cas personnellement, j'ai pu faire un gros reportage qui avait été diffusé en début d'année sur les conditions de travail dans l'hôpital public global, avec des soignants vraiment en souffrance. Donc en début d'année, c'était au mois d'octobre, je crois. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Blast, évidemment. Ouais, avec des soignants en souffrance de toute la France, et notamment dans le monde de la psychiatrie ou de la psychologie. J'avais également travaillé sur un long format sur les antidépresseurs et leurs effets secondaires chez l'adolescent. Et j'avais même fait un peu de terrain au sein d'un service d'urgence pour comprendre un petit peu comment ça se passe dans ces services, avec des temps d'attente très très longs. Et surtout, je dois quand même mentionner le travail de ma collègue Salomé Saké, qui depuis des années pour Blast bosse dessus, sur la question d'abord de l'hôpital public, mais aussi de la santé mentale, dont elle a fait pas mal de contenu, et sur lequel elle vient de confronter Emmanuel Macron sur TF1, et pas plus tard que le 13 mai dernier. Il y a pile un mois. Et également, je me permets de partager l'interview par Paloma Moritz de Claire Touzard. C'était mardi, je crois, sur la chaîne YouTube de Blast, sur la question de la santé mentale, et notamment des problématiques politiques qui s'engagent à travers cette politique de santé mentale, en tout cas la façon dont elle peut être instrumentalisée par la politique. Je vous invite à le regarder, avec pas mal de références de Mathieu Bellassène, dont on aura l'opportunité de parler dans l'heure qui vient avec les Blasters. Sur quelle piste aujourd'hui tu t'amènes pour ce sujet qui, je pense, sera prêt début juillet ? Ouais, c'est ça. Donc déjà, c'est un gros projet pour Blast, puisque ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on consulte les contenus de Blast, mais c'est parfois des sujets qui demandent beaucoup de préparation et beaucoup de temps de travail. Là, en l'occurrence, c'est très difficile d'avoir des témoignages, d'aller sur le terrain, de consulter les réalités qu'on aborde. Et donc, du coup, ça prend beaucoup de temps, de rencontres en amont, aussi de rencontres avec des gens pour les rassurer, pour aussi comprendre leurs problématiques, de pouvoir témoigner ou pas. Et en parallèle, quand même, il faut le rappeler, on est vraiment en plein dans l'actualité de cette question de santé mentale qui a été, on le rappelle,
considérée comme une cause nationale de 2025 par les gouvernements Barnier et Bayrou. On va voir ensemble, je pense, et surtout à travers les témoignages qu'on a ce soir, si c'est vraiment réalisé ou si c'est un effet de com'. Je pense plutôt à cette seconde option. A priori, il n'y a pas de quand même. Non, mais on a eu une audition de Franck Bellivier, le délégué justement à cette cause de la santé mentale, le 26 mars à la commission des affaires du Sénat. Ce mercredi 11 juin, donc il y a 2 jours, on a eu le ministre de la Santé qui a dévoilé un plan santé mentale en une trentaine de mesures. Donc on est vraiment dans l'actualité avec beaucoup d'annonces des pouvoirs publics. Mais derrière, quand on va sur le terrain et qu'on interroge des personnes, des soignants, des professionnels, que ce soit dans le public ou dans le libéral, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément les résultats attendus et que là on est justement dans du coup de com'. Donc on peut peut-être revenir aussi sur les angles qu'on va aborder dans ce travail, puisque ça rejoint finalement les gros sujets qu'on connaît dans les questions de santé mentale et de psychiatrie publique, qui pour moi, et je pense que si vous êtes dans le monde de la psychiatrie ou de la psychologie, vous pourrez en témoigner ce soir dans le chat, mais en l'occurrence qui est vraiment en souffrance et en crise avec des enjeux et des conséquences alarmantes. Avec, par exemple, on pourra aborder la question de la prise en charge des soins avec ce dispositif de Mon Soutien Psy, qui est très mis en avant et qui est abordé par certains médias et qui finalement, par certains et beaucoup de professionnels, est plutôt décrié. J'ai pu rencontrer notamment un collectif de psychologues qui s'y oppose fermement, Manifeste Psy. Donc ça, vous pourrez retrouver leur témoignage. Il y a la question des médicaments aussi, qui est une question importante et qui est peut-être pas assez prise au sérieux par ça, on va en parler observateurs. On va en parler beaucoup. Avec la question urgente de pénurie de médicaments, j'ai pu me procurer la liste des médicaments, notamment de ceux en psychiatrie qui sont en déficit et en pénurie, et c'est assez grave quand on sait leurs impacts et l'importance dans le traitement de certains patients. Et puis après, des réalités de terrain, c'est aussi, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'aller voir la réalité sur le terrain directement à travers des personnels soignants ou des patients. Avec d'un côté cette question des déserts médicaux, qui est déjà gravissime dans le domaine de la santé, mais on comprend les conséquences encore plus graves quand on parle de santé mentale, dans certaines zones de France où finalement il est devenu extrêmement difficile de se faire soigner. Donc en l'occurrence, j'aimerais bien aller dans l'Aisne, où il y a une caravane qui s'est organisée initialement par la CGT, mais puis ensuite rejoint par des collectifs notamment, pour bien lutter contre la fermeture d'établissements. Là hier, j'avais pas plus tard qu'hier au téléphone les soignants du centre hospitalier psychiatrique d'Auch, qui après plus de 23 jours de mobilisation ont réussi à avoir une victoire assez inédite et assez rare dans le domaine des soignants, avec beaucoup de mesures positives pour éviter la fermeture de lits, la fermeture d'établissements, aussi permettre à certains patients d'être soignés malgré les pénuries d'établissements. Et enfin, une question encore importante sur laquelle on fait nos appels aussi aux blasters et aux différents professionnels qui peuvent nous suivre. Mais cette question du management, du harcèlement, de la gestion du personnel au sein des services publics, qui est pour moi catastrophique. J'ai pu en témoigner longtemps au sein de l'hôpital public, mais c'est encore plus fort dans certains services de psychiatrie et dans certains CMP, les centres médico-psychologiques, avec des questions de faux témoignages, de harcèlement, de menaces, d'intimidation. Donc c'est gravissime au sein du service public qui devrait mieux se comporter. Donc en tout cas, on vous fait vraiment un appel, si vous avez des témoignages, des réalités à nous rapporter, si vous êtes patient, si vous êtes soignant, moi, vous avez mon nom et je suis tout à fait ouvert. Et puis et on a une adresse email du Buena Vista Blaster Club, c'est buenavistablasterclub@proton.me. Donc je pense que cette adresse sera répercutée dans le chat, où on vous invite à partager effectivement vos témoignages, votre expérience pour le travail de la rédaction de Blast. J'ai une dernière question avant de passer à nos témoins. Est-ce que, en tant que journaliste, c'est facile de travailler sur ce terrain-là ? C'est extrêmement difficile. Moi, je sais que quand je m'y suis mis il y a plus d'un an et demi maintenant, ça m'a pris des mois pour
créer véritablement un réseau à travers des forces syndicales, des soignants qui sont capables de me conseiller, des directeurs même, qui sont capables de me parler. Puis on est également très sollicité au sein de Blast en privé, on reçoit des mails et des alertes sur les situations très locales. Mais c'est très difficile. J'ai vraiment entendu parler et je peux témoigner d'une omerta, une véritable loi du silence. Donc il y a évidemment ce devoir de réserve qu'ont tous les soignants du service public, sauf que ça n'explique pas et ça ne justifie pas la question des mauvais traitements, la question des failles aussi de l'hôpital public. Et donc, du coup, c'est très difficile pour nous, journalistes, d'accéder, puisque, par exemple, on va pouvoir entrer dans certains établissements hospitaliers. La question, c'est que voilà, il faut avoir les autorisations des directions, et les directions, souvent, celles qui veulent, ne vont pas forcément nous traduire les bonnes réalités, vont pas forcément nous montrer les problèmes, ou alors vont tout simplement nous refuser l'accès. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, là encore, c'est un travail en amont qu'on voit pas, un travail journalistique d'appel, de rencontre. Et pour terminer, il y a quand même plus globalement au sein de l'opinion, pour nous citoyens dans la société, une sorte de tabou quand même encore sur la santé mentale qui déjà est pas prise assez en conscience, les questions de dépression tout simplement, même à des niveaux pas forcément gravissimes, mais qui sont quand même très importants dans notre santé. Il y a une sorte de tabou, de timidité à exposer certains faits, à aborder. Puis c'est des sujets très 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 difficiles avec des questions parfois tragiques et parfois très liées à l'émotionnel, on comprend évidemment. Et on va en parler avec nos 3 témoins qui sont des membres de la communauté de Blast, des abonnés de Blast qu'on est absolument ravis d'accueillir dans cette émission. Alors, je pense qu'on va les voir à l'écran très bientôt. Je suis ravi d'accueillir Delphine Schmitt. Delphine qui est psychomotricienne en région parisienne. Chloé Toutain. Chloé Toutain, vous êtes psychologue libérale et vous êtes arrivée dans le milieu scolaire, notamment en Seine-Maritime. Et enfin, Titouan Kéribin, qui est psychologue clinicien et qui nous parlera d'un projet de clinique mobile à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, à un endroit où il n'y a pas de structure psychiatrique. Donc, on m'en parlait des déserts médicaux. Je suis ravi de vous accueillir tous les 3. Delphine, je vais commencer par vous. Alors, est-ce qu'on vous entend bien ? Je voulais m'assurer qu'on vous entendait bien et qu'on avait bien le retour. Bonjour Delphine. Ah, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes blaster, vous êtes psychomotricienne et vous avez travaillé en hôpital psychiatrique pendant les premières années de votre carrière avant de quitter l'hôpital il y a une bonne dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et puis ce qui vous a amené à quitter la structure publique pour devenir professionnel libéral ? D'accord, ok. Donc, moi, j'ai été diplômée au siècle dernier. Et je suis entrée quasiment dans la fonction publique hospitalière à temps plein, en pédopsychiatrie assez rapidement, en fait. Donc j'étais titulaire de mon poste. J'ai commencé par un poste en psychiatrie adulte qui m'a beaucoup appris. Et donc j'ai croisé notamment les anciens infirmiers psychiatriques. Avant, en fait, il faut avoir en tête qu'il y avait 2 formations qui étaient très distinctes. Il y avait le diplôme d'infirmier général et le diplôme d'infirmier psychiatrique, qui étaient 2 diplômes différents et qui donnaient effectivement des compétences différentes, une écoute du patient différente. C'est d'une grande richesse. Donc, j'ai beaucoup appris avec mes collègues. Moi, je témoigne plutôt de l'avant, en fait. J'ai quitté l'hôpital il y a une quinzaine d'années, donc j'ai une formation plutôt de praticien hospitalier, psychomotricienne hospitalière, spécialisée dans l'adolescence au fur et à mesure de ma carrière. Alors, moi, ce qui m'a fait quitter l'hôpital, c'est l'utilisation de façon un peu exclusive de la contention dans une unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents. Et là, je lui ai dit, ça ne va pas être pour moi, je m'en vais. Donc, j'ai donné ma démission. Alors, je dis ça comme ça, mais en fait, je me suis pas mal mobilisée pour expliquer en quoi il était possible de faire autrement, surtout. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des patients, quand ils avaient des crises d'angoisse en hôpital psychiatrique, ils venaient dans ma salle, ils se contentionnaient seuls avec ce qu'on avait comme matériel. Ils pouvaient se mettre. Alors moi, j'ai une collègue qui me racontait qu'elle avait un patient qui se mettait sur un ballon et en plus après qu'elle le contenait. On n'est pas obligé de contenir avec un lit et des sangles un patient. On peut aussi le faire de façon plus humaine avec une contention psychocorporelle. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai connu, ce qui me semblait fonctionner. Donc quand je suis arrivée en unité d'hôpital psychiatrique avec effectivement des contentions qui étaient systématiques, après avoir essayé de changer les choses, mais en fait, je suis psychomotricienne. Moi, je suis pas
On n'est personne dans le système, il faut que ce soit clair. Vous avez les médecins et puis vous avez le reste du monde. Alors peut-être que pour les psychologues, vous êtes plus écoutés, mais alors nous, absolument pas, que ce soit les infirmiers ou les psychologues non plus, Chloé. Oui, effectivement. Voilà, donc je suis partie. Bon, je ne dis pas que ça a été facile, parce que c'était quand même pour moi l'unité. J'ai été dans une unité post-urgence pour adolescents et je pensais y finir ma carrière parce que j'étais vraiment méchant. Je voulais juste dire un peu. Comment vous expliquez ce tournant, si je comprends bien, vers la systématicité de la contention? Manque de moyens, manque de personnel, méconnaissance du travail, absence de formation. Entre le diplôme d'infirmier psychiatrique et le diplôme d'infirmier général, il y a un fossé sur la connaissance de ce que c'est un patient en souffrance. C'est abyssal. Mais c'est abyssal dans quel sens? Je veux dire, qui manque de formation? Est-ce que c'est vraiment tout le personnel ou est-ce qu'il y a un gap au point que seuls les médecins psychiatres sont formés et finalement... tout le personnel. Mais avant, il y avait deux troncs communs, et pas un tronc commun pour les infirmiers. Il y avait effectivement la psychiatrie chez les infirmiers et il y avait les infirmiers généralistes, mais il y avait également les psychiatres. Les psychiatres avaient une formation spécifique pour les psychiatres. Maintenant, c'est pareil, tronc commun, et en fait, les médecins qui deviennent psychiatres, c'est plutôt ceux qui n'ont pas réussi les autres diplômes, les autres trucs, parce qu'ils veulent tous être, ce que je peux comprendre, faire des opérations chirurgiens. Voilà. Ouais. Voilà. Okay. À savoir, c'est intéressant que c'est une mesure encore décriée également du côté des patients. Il y a ce mercredi, là, 11 juin, il y avait un comité interministériel sur la santé mentale et donc l'UNAFAM, qui est l'une des principales associations de patients dans le domaine de la psychiatrie notamment, a demandé l'arrêt justement des pratiques de contention. Donc on est en plein dans l'actu là encore malheureusement. Et il faut signaler, je me permets de signaler une lecture à ce propos-là, le livre de Mathieu Bellassen, B-A-2-L-A-H-S-E-N, qui s'appelle Abolir la contention. Je pense, Delphine, que c'est une référence que vous recommandez également. En tout cas, c'est vous qui me l'avez soufflé pendant la préparation. Et il est précisé dans le chat par Blast que c'est une pratique qui peut être faite sans l'accord du patient, mais en fait c'est assez décrié, c'est-à-dire que c'est aussi considéré comme une menace par le patient si le patient est considéré comme insoumis entre guillemets à l'autorité médicale. C'est insupportable. Oui, tout à fait, vous avez complètement raison. Moi, quand j'ai commencé sur le ado, la contention, ça m'était étranger. J'avais déjà travaillé en intra-hospitalier, on n'avait jamais utilisé aussi facilement la contention. Donc, quand je suis arrivée, j'ai posé des questions et tout. On m'a dit non, mais rassure-toi, il y a un protocole, les patients ne restent pas longtemps, on va les voir régulièrement, on les sort dès qu'ils vont mieux et tout. Je me suis dit, bon, s'il y a un protocole, que c'est pensé, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Les patients, ils restent dans les salles de contention, qu'il n'y a pas de personnel, donc de temps en temps, ils sont sans voir personne pendant quelques jours. Je ne vais pas dire d'années, donc je ne dis rien, mais des temps qui m'ont semblé longs, en tout cas moi, en tant que professionnel de santé, et insupportable en tant qu'individu. Voilà. Il faut avoir en tête qu'on a été beaucoup à se mobiliser, mais effectivement, nous, on est petites mains, donc on n'a pas été écoutés par la DRH. Et il faut savoir que les médecins qui se sont mobilisés aussi, il y a quand même dans l'ordre des médecins, il y a un article qui s'appelle l'article 56, qui est l'article qui s'appelle Confraternité, qui dit qu'ils ne doivent pas se mobiliser contre leurs collègues. Alors, sinon, il y a quand même le risque de perdre le droit d'exercer, en tout cas pour un temps déterminé. Voilà. Du coup, l'omerta dont parlait votre collègue, excusez-moi, j'ai oublié votre nom et votre prénom. C'est Thibaut Isoré qui est en face de moi et qui intervient. On vous écoute. Donc, effectivement, l'omerta, elle est maintenue parce que ceux qui peuvent parler sont le petit personnel et on ne leur donne pas la parole, on ne les écoute pas surtout. Et ceux qui ont de l'importance, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, effectivement, l'omerta, elle est de fait. Voilà, je termine là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important pour mes collègues et moi. Je regarde cette émission. Il y a une question très intéressante dans le chat de Niam Rectoto, j'espère que je prononce bien le pseudo, qui dit contention par manque de personnel et donc de moyens, donc il reprend votre hypothèse, ou par choix éthique. Est-ce que c'est aussi une évolution, je dirais,
presque scientifique ou intellectuel de la pratique médicale qui va justifier plus de mesures de type contention ou médicamenteuse, et de façon beaucoup plus systématique que précédemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de culturel dans le milieu de la médecine, dans le milieu de la clinique, qui à ce niveau-là? Peut-être seront plus clairs que moi, mais il y a eu un vrai glissement entre les années moi j'ai commencé à travailler et les années 2010, où effectivement il y avait un glissement déjà sémantique, hein, les mots ont changé. Hein, le diagnostic différentiel était bien plus dense, plus intéressant avant, pour mes collègues. Les moyens, les formations, choix, mais c'est parce qu'on est passé au DSM. Hein. Avant, il y avait une vraie nosographie psychiatrique qui était assez large, qui était une nosographie française, et puis il y a eu la volonté en psychiatrie d'avoir un discours commun. Hein, et on est passé par le DSM, qui est une nomenclature, une nosographie américaine, et qui était complètement hors de notre culture, nous, à ce moment-là, psychiatrique, auquel on a été obligé de s'accorder. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues parce qu'eux, ils sont plus jeunes et ils sauront mieux parler de tout ça. Mais... Excusez-moi, hein, Valentin, mais je pense que voilà, je ne vais pas. Non, mais c'était passionnant. Je vous remercie, Delphine. Et effectivement, je vous prie de rester avec nous, hein, si vous avez envie d'intervenir par la suite, notamment pour réagir aux témoignages qui suivent. On va maintenant accueillir Chloé Toutain. Bonsoir, Chloé. Est-ce que vous nous entendez et est-ce qu'on vous entend? Alors, je remets le son, normalement, je pense. Oui, c'est bon, on vous entend. Alors Chloé, vous êtes vous aussi Blaster, vous êtes psychologue à Dieppe, donc en Seine-Maritime. Vous, c'est un parcours en fait à la fois différent et en même temps analogue à celui de Delphine, puisque vous étiez on disait conseillère d'orientation psychologue, et maintenant on dit psychologue de l'éducation nationale. Vous avez travaillé donc là aussi dans une structure publique, dans le milieu scolaire, et vous avez également, il y a 7 ans, décidé de quitter cette structure pour devenir psychologue libéral. Est-ce que vous pouvez, là aussi, nous expliquer un peu votre parcours et puis ce qui a conduit à faire ce choix et à quitter la structure publique? Alors, en tout début de carrière, c'est pas trop recommandé d'aller en libéral déjà. En tout cas, c'est ce que les profs de fac nous disent. Donc, on cherche des emplois dans le public, ce que j'ai fait. Donc, je suis tombée sur un poste de psychologue de l'éducation nationale. Donc, comme vous le disiez, les anciens COP, ce qu'on a appelé les conseillers d'orientation. Enfin, vous en avez tous vu normalement dans votre scolarité. Et donc, maintenant, ce sont des psychologues de l'éducation nationale. Donc, j'ai fait ça quelques années. Le problème, enfin c'est pas un problème en soi, mais c'est que j'ai été dans le primaire et dans le secondaire, donc c'est-à-dire en école primaire et en collège et lycée. Collège et lycée, j'avais 3 établissements à gérer, donc 3 lycées, un collège. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'élèves que je devais voir. Et au niveau du primaire, j'avais 5 écoles primaires. Donc pareil, trop d'élèves, trop de monde, trop de demandes, pas du temps, pas d'investissement. Par ailleurs, des équipes. Enfin, en fait, on est un peu lâché dans la nature et on doit se débrouiller. Donc, à un moment donné, on prend beaucoup d'énergie, ça nous fatigue. En fait, en tant que conseillère d'orientation, quand vous détectiez un besoin d'accompagnement et de suivi psychologique ou psychiatrique chez un élève, est-ce que vous aviez le devoir, en tant que fonctionnaire, de suivre cet élève, ou est-ce que vous deviez confier le suivi de l'élève à une structure hospitalière ou à un psychologue libéral? Comment ça se passait? Alors, dans les faits, en fait, même si on est psychologue de l'éducation nationale, la mission principale, c'est l'orientation scolaire. Donc, si on rencontre un élève dans un mal-être, je sais pas, enfin, l'anxiété ou autre, d'ailleurs, ça pouvait être tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. En fait, on les reçoit dans un premier temps, mais on ne peut pas les voir avoir un suivi sur du long terme, et donc on les renvoyait dans des structures. Donc, soit dans le public, s'ils pouvaient être reçus dans le public, puisque les listes d'attente sont très très longues, soit dans le privé, en libéral, quand les personnes ont les moyens financiers. Donc, finalement, c'était un peu frustrant. Ok. Et pourquoi vous avez fait ce choix de quitter, finalement, une situation relativement confortable, en tout cas matériellement, pour devenir libéral? Est-ce que
Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, je pense que la frustration dont je parle a été l'élément moteur parce qu'en fait, de se dire: «Mais que devient l'élève? Qu'est-ce que j'en fais?» De se sentir, un peu abandonné aussi, d'être très seul, de pas pouvoir communiquer. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui a fait, que j'ai décidé de travailler en libéral, puisqu'en libéral, je vois les patients avec un vrai suivi. C'est eux qui le décident, c'est eux qui enfin, je veux dire, le suivi s'arrête pas au bout d'un rendez-vous. Les personnes, si elles ne veulent plus me voir, bien sûr que je n'insiste pas, mais au moins, le suivi ne s'arrête pas comme ça, du jour au lendemain, quoi. Mmh. C'était vraiment un choix de continuité et de faire un vrai travail, pas que, juste, bon, qu'est-ce que tu veux faire après la troisième? OK, bon, bah, voilà, faut faire un bac pro commerce puisque tu veux devenir commercial. Enfin, voilà, ça en fait, ça se limite presque que à ça et c'est très, très frustrant. Enfin, un élève vous dit: «Ah bah, oui, mais je peux pas, à la maison, ça va pas». Et voilà. Delphine, vous semblez, opiner du chef, puisque vous avez ce parcours analogue où à un moment donné, vous avez décidé de quitter une structure d'État pour devenir libéral et donc avoir votre propre activité de soignante à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, et ma question s'adresse d'ailleurs autant à Chloé qu'à Delphine, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez plus, j'allais dire puissante en tant que soignant? Ouais. Oh, pardon. Oui, alors je peux répondre? Donc oui, donc je me sens surtout plus libre, hein, de mener à bien mes prises en charge. Je fais ce que je veux, comme je veux. Il y a un contrat avec les familles. Je travaille beaucoup avec les familles et moi, la séance thérapeutique, elle est avec les enfants et les familles. Sur la question du financement, c'est un vrai problème. Voilà. Je me retrouve avec des familles qui, des fois, peuvent pas payer. Voilà. Pour autant, des fois, le suivi se poursuit un peu. Hein. Voilà, parce que j'ai quand même une pratique de la fonction publique hospitalière. Hein. Voilà. Voilà. C'est ça la réponse? Et Chloé, vous, vis-à-vis du suivi d'élèves, puisque j'imagine que de ce fait, du fait de votre pratique précédente, vous suivez beaucoup de personnes en âge d'être collégiennes, Oui. lycéens, lycéennes. Est-ce que là, vous vous sentez plus utile, j'allais dire, au niveau du suivi et au niveau du traitement ou de l'évolution des patients? Oui, parce que, bah, on voit les personnes plusieurs fois, on les voit pas juste une fois. La personne, décide. En plus, des fois, les conseillers d'orientation, c'est les profs qui imposent que là, c'est le patient qui demande à nous voir, donc c'est pas du tout la même démarche. Il y a une demande véritable, donc déjà oui et en plus, comme le disait ma collègue, on fait ce qu'on veut. Donc moi, ça m'est arrivé un patient qui ne se sent pas bien, qui veut me voir un dimanche et bah, ça m'est arrivé de le faire. Donc ce qui n'est pas du tout possible forcément dans la fonction publique. Si un élève va pas bien, bah, tant pis, il attendra, patiemment son week-end, même s'il va pas bien. Donc là, c'est vrai qu'on a cette force-là de pouvoir faire ce qu'on veut quand on le veut, et d'être libre, effectivement. Donc oui, je confirme. Thibaut, voulez-vous poser une question? Oui, j'ai pu m'échanger avec notamment des psychologues. Est-ce que toutes les deux, vous êtes confiantes pour les futurs métiers, en tout cas l'avenir de la psychologie et des différentes pratiques, en comparaison à celui de la psychiatrie, qui est, j'ai l'impression, mise en avant et plutôt concentré là-dessus de la part des pouvoirs publics. Je l'ai vu notamment avec justement Bélivier, le délégué ministériel, ces derniers temps. Je ne comprends pas la question, je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pensez qu'on donne les moyens aujourd'hui aux psychologues de faire leur boulot et est-ce qu'on ne va pas risquer justement d'en avoir de moins en moins dans ces branches-là? En institution, je veux dire, c'est évident. C'est évident. Ouais, en Il y en a institution, je suis d'accord, ouais. Ouais, on donne pas du tout les moyens. Les financements, enfin, un salaire de psychologue en institution, il équivaut à peu près à un SMIC. Ça donne pas envie de travailler en institution, honnêtement. Heu En fait, il y a un espèce de glissement qui fait que maintenant, ça va être les infirmiers qui vont faire le travail de psychologue. Donc nous je suis pas convaincue, quoi. J'ai rien contre les infirmiers, hein, on s'entend, mais voilà, il y a un glissement. La preuve là dans les 30, je crois que c'est 30 ou 40, je sais plus, propositions du ministre de la santé, il veut faire en sorte qu'il y ait des infirmiers en psychologie ou je sais pas quoi là, donc ça prouve bien que, en fait,
Mais c'est pareil pour les infirmières, c'est les assistantes sociales, les aides-soignantes qui font le travail. Enfin bref, c'est plus pertinent, quoi. Je voyais sur l'image que Titouan, vous sembliez vous accorder avec vos deux collègues sur le fait qu'effectivement les vocations sont en train de plonger et qu'on risque d'être en pénurie de professionnels de la santé mentale dans les années qui viennent, quoi. Oui, c'est une problématique qu'on rencontre en fait sur la convergence des psychologues en lutte, où c'est ne serait-ce que la considération des psychologues par le délégué ministériel qui est assez problématique, où ils sont considérés comme des auxiliaires médicaux sans diversité de pratique, etc. Bon. Et effectivement, c'est ce que disait Chloé, il y a un glissement en fait des tâches des psychologues du fait d'un manque de financement, du fait d'un manque de temps sur les institutions. Voilà, les postes de psychologues en institution, c'est des quantités de temps de travail qui sont souvent assez précaires, donc du 20, 40% ou du 60%. On n'a jamais de temps plein très souvent qui sont admis. Euh, et puis, il y a eu, ça fait quelques mois maintenant, mais on a eu l'information typiquement que sur le centre hospitalier d'Angers, par exemple, sur le CHS, une mission spécialisée, il y avait une fiche de poste IPA qui spécifiait en fait des missions de psychologue. Ah oui. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va devenir une mission parmi d'autres et pas seulement une spécialité. Donc la santé mentale va rentrer dans le lot de la santé très générale et qu'on va traiter ça finalement comme un ensemble de symptômes, comme on traiterait une grippe si j'étais excessif. Oui, non, c'est tout à fait ça. Non, non, en fait, vous faites très bien la comparaison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on observe là depuis, bon, ça fait quand même pas mal de temps, hein, mais concrètement, depuis le tournant de la rigueur et le virage ambulatoire, on a eu un glissement de la vision du soin et générale, donc plutôt médecine, chirurgie obstétrique, rééducation et psychiatrie, qui vise en fait plutôt une rentabilité du soin plutôt que vraiment un soin dans le lien. Voilà, on vise un modèle collectiviste, en même temps on essaie de rendre ça rentable. Et donc, il y a vraiment cette volonté de rendre la santé mentale une santé au même titre que la santé physique. Et là, bon, on vous citiez Mathieu Belazen qui a écrit sur la question, mais il y a déjà maintenant plus de 10 ans, en 2013. Ouais, santé mentale vers un bonheur sous contrôle, où il spécifiait bien, et beaucoup on le font, hein, il spécifiait bien justement effectivement qu'il y avait un glissement du soin, on voulait traiter en fait voilà, une dépression comme on traiterait une grippe par exemple, et c'est soutenu ça actuellement par Yannick Neuder, par Franck Bellivier, notamment en fait de l'orientation de la médecine psychiatrique plutôt de l'ordre des neurosciences. Donc, il y a vous, pour le coup, pour revenir à la question que je posais tout à l'heure sur éventuellement un mouvement intellectuel vers effectivement quelque chose de, j'allais dire, beaucoup plus mécaniste dans la vision des choses et notamment apporté par le mouvement des neurosciences qui fait que d'une certaine manière, tous les apports psychologiques sur l'histoire du patient, éventuellement les traumas, donc là, je renvoie, j'ai eu la chance d'échanger avec une blaster dans la région de Bordeaux qui me parlait beaucoup de la question de la traumatologie et de la prise en compte des traumas dans le traitement des patients en psychiatrie, qui sont finalement de moins en moins en compte. C'est-à-dire qu'on ne fait plus lien entre l'histoire du patient, ses événements, ses traumatismes et le soin qu'on peut apporter à des symptômes psychiatriques graves. Et on se limite à l'étude des symptômes et à un traitement qui, de ce fait, forcément est médicamenteux, voire de l'enfermement, de la contention en hôpital psychiatrique. Oui, c'est ça. En fait, on vise en fait les marqueurs biologiques de certaines pathologies. Donc, Delphine utilisait le terme de nosographie. Effectivement, on est sur une nomenclature désormais qui est plutôt américaine, alors qui a évolué au fur et à mesure du temps, avec une psychiatrisation des patients qui présentent plutôt des troubles psychotiques et autres. Et donc, bon, c'est très grossier, hein, je suis vraiment pas un spécialiste, mais il y a François Gonon qui a publié un livre il y a pas longtemps, qui tourne beaucoup sur les plateaux et qui en parle extrêmement bien, c'est-à-dire que il y a une visée en fait de la neuroscience qui est de chercher des marqueurs biologiques pour pouvoir traiter de manière médicamenteuse par électroconvulsivothérapie, qui est en fait le petit frère de la sismothérapie qu'on faisait dans les asiles au début du XXe siècle, qui est de viser avec toutes ces pratiques-là
un rétablissement du patient, non pas dans un bien-être mental, ou du moins dans quelque chose qui est à peu près cohérent avec son vécu, mais dans des normes de société qui font qu'il sera plus dérangeant. Mais l'objectif n'est, si je vous entends et si je vais au bout de votre raisonnement, l'objectif n'est plus de soigner en vérité. Oui, c'est ça. Si on étend la réflexion, c'est presque ça. C'est-à-dire, du moins, on soigne pour faire rentrer dans les normes de société. Donc, c'est pas soigner le patient, c'est soigner plutôt son apparition dans la société. Titouan, je voudrais que vous nous parliez de l'initiative que vous coordonnez, dont vous avez participé à la création, qui est la clinique universitaire mobile Théodule Armand Ribot à Guingamp. En quoi ça consiste et pourquoi avoir créé cette clinique mobile? Alors, cette clinique mobile, donc, c'est une clinique qui est domiciliée à la fac de Guingamp, qui est un dispositif qui a deux visées. Un premier visée qui est une visée de formation et de recherche, et une visée de clinique et de soutien sur le territoire. Alors, vous avez spécifié effectivement qu'il n'y avait pas de dispositif psychiatrique dans le 22. Il y en a, mais ils sont à titre privé. Il y a deux fondations qui quadrillent une partie du territoire et une troisième association qui va quadriller le sud du territoire. Et il y a des études au niveau de l'épidémiologie et de la sociologie qui ont paru, qui traitent notamment des suicides en Bretagne. Il y en a une première qui a dû paraître en 2020, je crois, ou 2019, et une deuxième qui a été réactualisée là en 2024, qui montre en fait au niveau épidémiologique que la Bretagne est le territoire hexagonal le plus touché par le suicide, du moins les suicides aboutis, et qui donc pose de fait des problématiques de santé publique assez importantes. Et sur le territoire des Côtes d'Armor, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de psychiatrie publique. La psychiatrie de liaison est très 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 compliquée à mettre en place du fait notamment du manque de médecins psychiatres, mais qui n'est pas l'apanage seulement des Côtes d'Armor. Il manque des soignants, que ce soit dans le public sur médecine, chirurgie, obstétrique ou rééducation, et dans le privé pour la psychiatrie. Et donc, il y a une problématique d'accompagnement psychologique sur le 22 qui est une des explications de cette vague de suicides qui est assez constante, avec des explications historiques, etc. C'est un sujet très complexe, mais voilà, qui est documenté, qui a été documenté par une thèse de Céline Cobb-Bigot sur les suicides en Bretagne. Voilà, on a vraiment de tout un historique qui a été fait. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment de quoi? De pallier un manque, de simplement être présent? Comment vous sentez l'utilité et puis depuis combien d'années vous avez créé cette clinique? Alors, cette clinique, elle a été créée il y a de ça 2 ans. Là, c'est de sa deuxième année d'expérience, ou du moins de travail sur le terrain. Ça a été créé donc par ma directrice de thèse, Virginie Jacobalbi, et j'en suis le coordinateur avec ma co-doctorante, Anne-Charlotte Guérin. Et donc, notre but à l'origine, c'était vraiment de pouvoir amener un soutien sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pour but de supplanter les services de soins, parce que c'est possible, premièrement. Et puis, surtout, c'est pas le but. En première instance, on voulait vraiment viser le fait de venir soutenir certains services départementaux, notamment les PMI, sur l'accompagnement psychologique des parents qui étaient suivis par la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile, hein, pour le Tout à suivi fait. des enfants et des jeunes mamans. Et aujourd'hui, donc, il y a ce soutien des PMI. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une initiative qui va se développer, qui peut éventuellement se généraliser sur d'autres territoires? Comment vous sentez les choses aujourd'hui? Cette initiative elle fonctionne plutôt bien, elle fonctionne surtout sur la partie ouest qui est moins dotée que la partie est en service de soins. Et elle fonctionne aussi et surtout parce qu'elle permet en fait de faire du lien entre les professionnels des différentes institutions. Nous, on fait les premiers pas et ensuite ils se parlent entre eux. Donc c'est déjà ça de prix. Sur d'autres territoires, ça existe déjà. Alors, la modalité mobile, pas vraiment, c'est-à-dire que la modalité mobile de la clinique, elle a été mise en place du fait de la ruralité et de la très grande précarité des populations du territoire, des gens qui n'ont pas forcément de voiture, il n'y a pas forcément de transport en commun efficace, etc. Donc nous, c'est pour ça qu'on se déplace.
Mais ce modèle de clinique universitaire, donc de formation, de recherche et de soutien stratégique aux institutions publiques, existe déjà dans d'autres villes. Ça existe à Angers, je crois que ça existe à Metz. Voilà, il y a d'autres endroits. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas prêt de disparaître étant donné les manques qu'il y a sur le service public, du moins en psychiatrie. C'est une structure de nature associative aujourd'hui? Une structure qui dépend de l'université. Donc, elle est accueillie administrativement par l'université et a un statut indépendant dans son fonctionnement, mais les gestions administratives sont faites par l'université. Et est-ce que vous avez parlé du virage ambulatoire tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce type de structure, ce type d'activité libérale, comme on l'a vu avec Chloé et Delphine, qui d'une certaine manière peut continuer de faire tenir un système de soins sur la psychiatrie comme ailleurs et qui serait amené à se développer compte tenu de cette dynamique générale? Vous avez parlé du tournant de la rigueur tout à l'heure, ça nous ramène à des temps que je n'ai pas connus, donc c'est 1983, ça a plus de 40 ans. On est sur une dynamique générale, visiblement, où les manques sont palliés par des initiatives d'ordre privé, j'entends. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que voilà, il faut que ça se développe et tant pis si politiquement c'est pas l'hôpital qui gère quoi? Qui est assez intéressante, c'est que euh, à venir, c'est-à-dire que les manques des services publics, ils sont pointés par les agents depuis des années, ils sont pointés par les instituts, les observatoires, etc. Et il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et cependant, quand il y a des dispositifs un peu presque de soins palliatifs, hein, quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, qui sont mis en place pour venir un peu aider les institutions à drainer la très grande patientèle, ça permet aussi qu'il y ait des agents de soins extérieurs à l'hôpital qui viennent pointer les manquements de l'hôpital en spécifiant bien que ce n'est pas du fait des agents hospitaliers, mais bien justement des politiques qui sont mises en place. Et à ça, typiquement, nous, sur le 22, du fait de notre action, on a pu signer une convention avec le département d'action et donc qui nous soutiennent stratégiquement sur nos déplacements, sur nos actions, en nous autorisant à venir travailler directement sur les sites du département. Thibaut, tu voulais réagir par rapport à ce point? Non, j'avais une question parallèle, mais plus nationalement. Donc, on a vu ce dispositif de remboursement et qui était censé permettre d'accéder à des soins psychologiques, donc Mon Soutien Psy, qui a évolué récemment. Oui. Il y a beaucoup de moyens qui sont alloués là-dessus pour l'accès aux soins, du coup, en théorie. Beaucoup estiment que c'est un flop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais être partial, je suis membre des associations qui défendent le boycott de Mon Soutien Psy. Alors effectivement, donc une grande majorité des associations sont plutôt pour le boycott de ce dispositif. Il y a des raisons déontologiques, il y a des raisons éthiques, il y a des raisons aussi d'indépendance de la pratique des psychologues, de secret professionnel. Et effectivement, sur l'aspect financier, il y a eu des moyens absolument faramineux qui ont été mis en place, beaucoup en communication par ailleurs pour qu'il y ait en fait euh, pour qu'il y ait une sortie très précoce en fait du dispositif par les patients. C'est-à-dire que les patients restent très peu de temps dans le dispositif. Il y a très peu de psychologues qui sont conventionnés, donc c'est pareil, c'est compliqué d'avoir accès. Il faut nécessairement passer par son médecin. Donc il y a pas mal d'enjeux en fait qui se mettent en place à ce niveau-là, qui font que à l'heure actuelle, du moins, du côté des soignants, c'est plutôt effectivement un flop. Ouais. Mon soutien psy, on rappelle que c'est une initiative qui a été mise en place notamment pour les étudiants suite à une vague de suicides, en tout cas une augmentation des suicides chez les étudiants notamment après le confinement de mémoire, et qui consiste en fait en un certain nombre de séances gratuites chez un professionnel de santé. Sur mon soutien psy, Chloé, Delphine. Chloé, vous qui étiez dans le milieu scolaire, ou Delphine, en fonction de... Oui. Alors, moi, je suis comme mon collègue, je boycotte à fond, dans le sens où, pour les étudiants, il y a des BAPU, normalement, qui sont réservés pour les étudiants qui ont besoin de voir un psychologue de manière gratuite, sans passer par le libéral. En fait, ce dispositif demande beaucoup, beaucoup de finances du gouvernement et ces finances, il serait mieux de les mettre dans le CMP
dans les institutions, dans l'hôpital, que dans le libéral. Après, c'est mon point de vue. Je pense que je partage avec Titouan. Mais voilà, pour moi, c'est un gros flop et c'est hors de question de participer à ça. Voilà. Delphine, même question. J'ai rien à ajouter parce que je suis complètement d'accord avec mes collègues. Définitivement, c'est unanime, ce que semblait percevoir Thibaut également dans les interviews, dans le travail qu'il a mené jusqu'à présent. J'ai une question qui vient du chat de travailleuses du stream qui nous demande: la psychiatrie n'est pas du soin. Historiquement, c'est un outil pour contrôler les populations minorisées. Est-ce que vous partagez c'est un jugement qui est dur, qui est sec. Est-ce que vous partagez ce jugement? Peut-être Delphine pour commencer. Alors, oui. D'ailleurs, il y a le travail de Salomé Saquet dernièrement, là, qui était très clair dans sa vidéo. C'est vrai qu'avant, on enfermait les femmes lorsque on les pensait discordantes, en tout cas qu'elles ne respectaient pas le schéma classique. Donc voilà, vous avez... Voilà, dès qu'il y a de l'opposition, un peu de rebelle, on dit bah, t'es un peu folle. Enfin, les femmes, de toute façon, elles étaient plus hystériques, de toute façon, donc c'était beaucoup plus simple. Alors qu'en fait, souvent, elles portaient une parole forte. Enfin, je parle du principe, je parle des femmes parce que voilà, ça me touche peut-être plus particulièrement, mais je m'y reconnais. Enfin, je partage ça. Vous avez Adèle H, hein, vous avez plein de personnels. Ouais. Titouan, Chloé, peut-être sur ce point de la psychiatrie comme un outil pour contrôler les populations minorisées, pour reprendre le terme de travailleuse du stream. Chloé, peut-être? Alors, oui, en partie. Moi, je vais faire une réponse de normande, hein, puisque je suis normande. Oui, en partie, mais pas que, parce que quand même, les personnes qui vont voir un psychiatre aujourd'hui, ça peut être aussi des personnes qui sont dans une dépression un peu classique, qui ont besoin d'un traitement pour aller mieux. Enfin, il y a pas que des minorités qui vont voir un psychiatre, et heureusement, parce que tout le monde aussi peut avoir accès à un psychiatre, et même, je sais pas, des burn-out, un peu, quelque chose que je peux avoir assez classiquement. Les gens qui ont besoin d'un traitement, voilà, c'est pas... Ça a pu être, mais je dirais que c'est plus le cas aujourd'hui. Et on a le témoignage d'Eleno BDH dans le chat qui nous dit: la psychiatrie m'a sauvé il y a un peu plus d'1 an. Les antidépresseurs m'ont empêché de me suicider. Il y a du bon dans la psychiatrie. Ça dépend surtout du professionnel de santé que l'on consulte. Titouan, sur ce sujet-là de la psychiatrie et vu comme un outil politique en fait, hein, de soumission des minorités. La psychiatrie qui est la clinique psychiatrique ou la clinique psychologique sont des outils politiques et ont une versant politique dans tous les cas, peu importe qu'on le reconnaisse ou pas. Oui, historiquement, la psychiatrie était un outil de domination, hein. Effectivement, comme le disait Delphine, on enfermait les femmes de manière assez facilitée dans des hôpitaux à la campagne parce qu'elles étaient un peu embêtantes. On enfermait, bon, je vais reprendre les mots de la psychiatrie de l'époque, ça peut être choquant, mais l'oncle un peu idiot, voilà, ou l'imbécile de la famille parce qu'il dérangeait, beaucoup en fait notamment par les familles bourgeoises. À l'époque, donc sur cette analyse vraiment politique, effectivement, la bourgeoisie a utilisé la psychiatrie comme un outil de domination. Ça a changé notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec le mouvement justement de la psychothérapie et de la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire que on s'est rendu compte dans les asiles après la Seconde Guerre mondiale que beaucoup de patients se retrouvaient dans des états qui étaient comparables à ceux qui étaient enfermés dans les camps. Et donc, il y a eu des mouvements dans certains hôpitaux psychiatriques de justement ouvrir l'hôpital de telle sorte à ce que ce soit plus un espace d'enfermement, mais que ce soit un espace de vie, justement, de faire un traitement on va dire des troubles psychiatriques, donc de perception altérée du monde commun, de telle sorte à ce qu'ils puissent vivre avec la société civile. Et de faire en sorte de les accompagner en fait dans les moments de difficulté et de souffrance qu'ils pouvaient percevoir. Et ça, c'est un mouvement qui a pris pied à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été poursuivi jusque effectivement le tournant de la rigueur. Alors ça s'est poursuivi encore un peu à certains endroits très spécifiques, ça se fait encore, mais effectivement, dans cette perspective-là, il y avait vraiment la volonté de faire en sorte d'analyser ces outils de domination, d'analyser comment la psychiatrie pouvait justement être un vecteur non pas d'accompagnement et de soins, mais être un vecteur de domination
et de comment silencier en fait les patients qui étaient en souffrance. Et on parlait de Frantz Fanon là pendant quelques temps, on en a reparlé dernièrement aussi. Typiquement, Frantz Fanon faisait partie de ce mouvement-là de psychiatrie institutionnelle et d'analyse en fait des dominations. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Titouan, pour ce témoignage. Merci également, Delphine et Chloé, d'avoir accepté de témoigner dans le Buena Vista Blaster Club. Ça témoigne de la richesse de la communauté des blasters et de tous ceux qui sont abonnés, qui ont été abonnés ou qui veulent s'abonner, parce que, pour ne rien vous cacher, on n'a pas eu de mal à venir vers vous, et vous avez accepté de témoigner en confiance, et on est ravis de la confiance que vous nous témoignez. Thibaut, tu prépares un sujet pour le début du mois de juillet. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as un mot de conclusion par rapport à tout ce débat qu'on vient d'avoir sur le sujet que tu prépares ? Non, un grand merci à vous pour vos témoignages et nous exposer un peu vos réalités. On sait que c'est pas facile d'aborder ces sujets au sein de l'espace public et médiatique, malheureusement. Et puis voilà, non, en tout cas, du côté de Blast, on sera encore dessus pour les exposer et aborder ces évolutions qu'on est en train de vivre et qui peuvent être gravissimes pour la santé de plein de patients, quoi. Et merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis jusqu'au bout dans le deuxième numéro du Buena Vista Blaster Club. On espère revenir très bientôt. Plus fréquemment, j'espère, qu'une fois par an. On va discuter ça avec toute l'équipe. Merci à Denis Robert pour sa confiance. Merci bien sûr à toute l'équipe de Blas, Mathias, Hicham, Oussem, et puis j'en oublie Morgane et j'en oublie énormément. Titouan qui est aux manettes, Timothée qui était dans le chat avec nous. On va essayer de faire cette émission régulièrement, à la fois pour parler de Blast et pour évoquer avec la communauté, avec vous les blasters, de sujets qui nous touchent. On a beaucoup de sujets en main. On a fait un premier sujet sur l'école, ce sujet sur la psychiatrie. On voudrait faire des sujets sur l'agriculture, sur la pédiatrie, sur la maternité, sur la garde d'enfants. Voilà, il y a énormément de sujets. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit ici dans le chat sur les différents réseaux sociaux ou à l'adresse du Buena Vista Blaster Club, buenavistablasterclub@proton.me. Et puis enfin, pour que ça puisse continuer et qu'on puisse faire plus d'émissions, plus de streams aussi sur cette chaîne Twitch qui ne tient qu'à être développée, il faut soutenir Blast. blast-info.fr/soutenir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire un don et vous pouvez devenir sociétaire. Merci beaucoup Thibaut. Merci Valentin. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints et d'avoir accepté de témoigner. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt dans le Buena Vista Blaster Club.